Déjà, merci d'être venu. Je suis très heureux d'inviter Ludovic Tonez, donc le fils de Paul Tonez. Ça fait pas loin de 2 ans qu'on se connaît maintenant. J'ai pu aller en Bourgogne rencontrer dans Lyon, pas loin de Saint-Florentin, l'atelier de Paul Tonez. Et puis découvrir cet artiste qui est étonnant parce qu'il a une œuvre gigantesque pour moi, pour un seul artiste, avec beaucoup de séries et à chaque fois d'une grande qualité. Et donc quand j'ai découvert, le travail de Paul Tonez sur Instagram grâce à la page que Ludovic et sa femme tiennent. Et tout de suite je les ai appelés parce que je les ai contactés, c'est super, j'aimerais bien vous rencontrer. Et donc voilà, on a commencé la rencontre comme ça il y a 2 ans. Là, l'exposition, elle est ouverte depuis septembre. Elle terminera le 13 décembre. Le 13 décembre, il y aura un nouvel événement de clôture, donc qui sera un apéro de clôture de l'exposition. Et en fait, pour moi, Paul Tonez, ce qui m'a beaucoup intéressé chez lui, c'est aussi sa façon de laisser des traces, de documenter tout son processus créatif. Et j'y vois un grand pédagogue, même s'il ne me semble pas qu'il ait enseigné l'art. Pas lieu, non, pas l'art. Pas l'art. Pas l'art, autre chose, mais pas l'art. Voilà, donc je vais vous laisser découvrir ça. Je vais faire passer aussi ceux qui ont envie d'être au courant des actualités de la galerie. Vous avez un petit papier que je vais vous faire tourner. Vous faites passer. N'hésitez pas à inscrire votre adresse mail, vous serez dans la newsletter. Et puis, je te laisse commencer. Top départ. Merci beaucoup de votre venue. Merci Adrien. Donc on va enchaîner exactement tout de suite sur le truc. Donc effectivement, l'accrochage déjà est très très bien fait. Donc c'est un accrochage qu'on avait conçu sur le végétal au départ. J'avais dit bon, j'amènerai des choses qui ont un rapport avec le végétal. Et Adrien a rajouté un petit thème, donc le vivant. Donc il a fallu se pencher sur ce que c'était que le vivant dans la pensée de Paul Tonez. Et je la connais quand même assez bien. Donc on va voir ce que j'ai. Voilà, c'était un vrai défi. Et merci pour ce défi. Et on est parti. Donc effectivement, nous, on a un projet qui est déjà assez important. Il y a 10 ans, c'est un peintre totalement inconnu. On a essayé de le faire connaître progressivement. Je me suis donné cette tâche-là avant ma retraite, 10 ans avant ma retraite, pour exactement commencer à le faire connaître. Ça veut dire trouver une galerie. On a trouvé une galerie dans le 6e, Capignan-sur-Rue depuis 30-40 ans, une galerie d'abstraits déjà. Il y a très peu de peintres abstraits qui ont commencé dans les années 50. Donc c'est aussi quelque chose et qui sont inconnus, donc qui ont une production importante, mais qui n'ont jamais exposé. Après, on a créé un appartement exposition, donc si vous venez à Paris, il suffit de venir, téléphoner, prendre rendez-vous, et on organise plein d'événements dans notre appartement directement, parce qu'on l'a conçu comme une exposition, et on change tous les ans, bien sûr, l'exposition, parce qu'on a les moyens d'avoir des séries différentes tous les ans. Ensuite, communiquer, merci Instagram, parce qu'effectivement, il y a très peu de contacts Instagram, mais on en a eu un extraordinaire. Donc le site internet, on a un site internet qui est plutôt très bien évolué, des réseaux sociaux qu'on utilise de temps en temps bien, une newsletter par mois, et les conférences, c'est la première fois qu'on fait des conférences, j'en ai fait une le mois dernier, mais on savait que c'était cette année, puisque c'est les 100 ans de Paul Tonez, donc on a mis le paquet sur beaucoup de choses cette année. Et après, on va publier sur ses œuvres un petit livre que vous avez déjà vu pour cette année, et il y a ces écrits qu'on va publier sous forme de carnet d'atelier. On est en ce moment avec, si vous connaissez, l'école d'Estienne à Paris, des étudiants qui vont nous mettre en forme tout ce qu'on a trouvé dans les écrits de Paul Tonez qui sont énormes. Donc c'est intéressant aussi. Donc ici, effectivement, on parle de Paul Tonez comme la seconde école de Paris. Ça l'aurait fait un petit peu rire, puisque lui, il ne s'est jamais revendiqué d'une école ou d'autre chose, il est complètement autodidacte. Mais si vous avez créé des œuvres abstraites avant 1955, vous êtes considéré comme la seconde école. La première école, c'était plutôt les années 20. Seconde école, plein d'étrangers aussi à Paris, plein d'artistes étrangers qui viennent. Un melting pot très important, très intéressant à Paris, comme nulle part dans le monde à l'époque. Donc c'était très, très important. Mais lui, non, il se revendiquait d'aucune école, d'aucun groupe, mais il est toujours présenté comme ça maintenant dans les galeries. Ensuite, autodidacte complet, donc pas d'études. Il a fréquenté beaucoup Paris dans les années 40 à 50, donc ça, évidemment, ça l'a éveillé à l'art, les grandes expositions, les événements expositions, les grands peintres abstraits des années 20, 30, il les a tous vus, etc. Et je pense que ça l'a vraiment influencé
très fortement alors qu'il faisait des études de droit et ça ne lui a jamais servi à grand chose le droit. Rester en éveil, pas d'influence, rester en éveil, c'est sa phrase. Voilà le genre de document qu'on peut trouver dans ces. Être toujours en éveil, voilà, traverser la nature. Qu'est-ce qui va vous. Voilà, qu'est-ce que vous allez focaliser, pointer exactement. Et voilà, je pense qu'il a eu des envies très importantes. Il savait qu'il allait peindre toute sa vie. Et voilà, c'est la façon d'être en vie pour lui, j'en suis absolument convaincu. Donc ensuite, voilà le fil conducteur de ma conférence, une carte mentale, très simplement. Donc le vivant. Je vais tout de suite bifurquer ensuite sur se sentir vivant, qu'est-ce que c'est pour vous? Prendre des risques, aller vite, avoir des sensations, voilà, ça peut être plein de choses complètement différentes en fonction de votre âge aussi, on verra. Et lui, c'est ça, être connecté à la nature, le corps vivant, s'immerger dans l'eau, l'élément naturel très important, s'immerger dans la nature, on verra comment. Et d'abord se sentir libre, ça c'est se sentir vivant. Et libre, vous allez voir que lui, c'est quelque chose de très important. Ensuite, il s'est inspiré de la nature et on peut dire qu'il va peindre le vivant. Donc peindre le vivant, c'est capable peut-être de faire une aquarelle qui ressemble à ce qui se passe vraiment dans la nature. Et ensuite, de faire de cette aquarelle quelque chose qui ne ressemble pas à la nature, donc de l'abstraction. Et donc là, on va expliquer comment ça a basculé dans les années 50 vers l'abstraction. Et après, des séries totalement abstraites qui sortent de son cerveau, des formes qui sortent de son cerveau, un langage qu'il trouve peut-être dans la nature, mais qui deviennent des œuvres totalement abstraites. On fera bien la différence entre l'abstraction, je l'expliquerai progressivement. Qu'est-ce que le vivant? Ça c'est facile, hein, il faut aller chercher la vraie définition du vivant. Un métabolisme, on élabore soi-même des macromolécules ou des molécules très complexes, hein, c'est exactement ça. On doit maintenir son organisation, l'homéostasie pour ceux qui connaissent un petit peu, et on doit être capable de se reproduire à peu près de façon identique. Hein. Donc l'espèce va se développer, s'amplifier ou pas, mais c'est exactement ça. Il y a d'autres fonctions dans le vivant, mais c'est vraiment les trois fonctions principales. La croissance, et on va voir qu'il va étudier la croissance des végétaux par exemple, ça va l'intéresser. Sa sensibilité, je pense qu'un artiste développe ses sens, mais un aveugle développe ses sens d'une façon extraordinaire. C'est le sens bien sûr du toucher, de l'ouïe, etc. Mais là, lui, il a développé le sens des couleurs, des formes, etc. sans arrêt, toute sa vie. Et après, il y a d'autres choses qui sont l'expression, le mouvement. Et le mouvement, on va voir que le mouvement était rapide au début et avec la vie, le mouvement est devenu plus lent et pour prendre conscience des mouvements, il faut le faire très lentement. Et toute sa culture de prof de yoga va ressortir aussi dans ses œuvres, progressivement. C'est notre trait commun, on est tous les deux profs de yoga. On n'a pas beaucoup de traits communs. Donc, se sentir vivant, je pense qu'il faut être relié tous les jours à la nature. Et pour lui, c'était important. Il a vécu à Paris, 5-6 ans. Pour lui, voilà, on est prisonnier de la ville quand on vit dans une ville. Les arbres sont isolés, c'est vraiment pas du tout son univers. Et il a découvert Paris dans une période extraordinaire entre 45 et 50. Il a découvert des personnages qui viennent à Paris, des étudiants très bizarres, des gens qui abusaient de certaines substances, qui écrivaient la nuit. Enfin, il a rencontré plein de gens et c'est ça qui enrichit votre existence en rencontrant des vrais personnages. Et ça, je pense que c'est très important. On en rencontre peut-être moins maintenant, je ne sais pas, ou je ne vis pas dans le bon quartier. Il a une grande propriété, ça c'est la vue de son atelier, donc je l'ai mis comme ça, vous verrez d'autres photos, etc. Donc voilà, quand il crée, devant sa baie vitrée, c'est ça qu'il voit. Le tilleul de la propriété, qui a toujours été là, c'est le seul arbre qu'il n'a pas planté, et tous les autres arbres, c'est lui qui les a plantés. Et des arbres qui font bien sûr 30 ou 40 mètres maintenant que vous voyez au fond, c'est exactement, il a tout planté. Après, il y a un ruisseau, quand il a cherché sa propriété, il fallait qu'il y ait un ruisseau, de l'eau. Il y a un ruisseau qui coule au milieu de la propriété, donc c'est quand même pas mal. Il a planté 1000 arbres, il avait à une époque aussi un bois de 4 hectares, donc vivre au milieu de la forêt, ça semble fondamental. Et son atelier, il l'a créé dans cet endroit-là, pas en ville, pas à côté d'autres artistes, tout seul, isolé, totalement isolé. On continue. Le parc, il a planté plein de choses. On a beaucoup de bambous à la fin de sa vie. On voit les bambous, on voit quelques œuvres qui sont exposées dans le parc, effectivement. Mais au début, sa meilleure vision, c'était ça, des bouleaux, du blanc de bouleau, le tronc de bouleau sur des tuyas. Donc c'était sa vision des années 60 quand il a créé. Il a entouré toute tuya pour couper le vent complètement de la vallée. Et donc il y avait des grands tuyas qui ont encore 40 ou 50 ans, qui sont encore plantés, qui sont chez nous et qu'on abat. Et voilà, quand on regarde le fond du jardin, ça donne ça. Donc là c'est une lumière incroyable, mais voilà, des bouleaux, des arbres qui sont très hauts maintenant, une vraie forêt, on coupe des arbres et on fait du bois bien sûr avec notre propre bois. Ça suffit vu tout ce qu'il a planté. Donc ensuite, c'est son second atelier. Il a eu un petit atelier dans une petite commune qui s'appelle Saint-Florentin, mais sinon c'est son atelier. Là c'est ma fille de 5 ans et demi qui est assise à la table de son atelier sur son tabouret et qui peint. Et lui il a peint sans arrêt comme ça. L'arrière de l'atelier, ça peut vous donner ça à une époque, hein. Donc des formes un peu bizarres, des tubes de peinture partout, un vrai atelier d'artiste.
Maintenant, il est différemment organisé, mais voilà, il y a plein de toiles dedans aussi. On a tout gardé jusqu'au moindre pinceau, parce qu'il ne jetait jamais un pinceau. Donc, on a tous les pinceaux, par exemple, mais les couleurs, tous les tubes, etc. Ce qui permet d'en parler pas mal. Ici, je pense que se sentir vivant, c'est voilà, si vous marchez tous les jours dans la nature, ou vous promenez, ou les week-ends faire des marches dans la forêt, etc. Ça, pour lui, c'était fondamental, se sentir vivant. Il a fait du sport. Beaucoup de sport. Il a été alité pendant 1 an, problème de poumon, entre 15 et 16 ans. Et après, il a développé des qualités physiques assez importantes en tant que footballeur. Après, il a fait beaucoup de judo. Il a monté un club de judo. Dans les années 50, il n'y avait pas beaucoup de clubs de judo. Avec quelqu'un de Paris, ils sont venus en Bourgogne. Ils ont monté le club de judo de Saint-Florentin. Et l'anecdote sur s'arrêter de fumer, il a abusé comme plein de gens. Il a bu beaucoup, il a joué beaucoup aux cartes. Il a gagné sa vie en jouant aux cartes à une époque. Et il a fumé beaucoup. Et un jour, il a monté l'escalier à Saint-Florentin, un escalier qui fait 40 marches. Il arrivait complètement essoufflé. Il est redescendu. Il a donné son paquet de cigarettes à un de ses copains. Il a dit, je vais arrêter complètement de fumer. Donc du jour au lendemain, il s'est complètement arrêté de fumer vers 40 ans. Voilà. Il s'est arrêté de boire un peu plus tard, mais il ne buvait pas beaucoup. Mais vers 50 ans, 55 ans, il buvait pratiquement plus jamais. Écoutez, donc déjà, il a arrêté de mettre son corps un petit peu en danger, je dirais, parce que je pense que quand on fume beaucoup, c'est jamais très bon. Voilà. Et ensuite, il s'est mis au yoga d'une façon, il savait qu'il fallait se mettre au yoga, et à partir de 40 ans, il a commencé à se mettre au yoga progressivement, et pour devenir progressivement prof de yoga, mais il avait d'autres activités à l'époque. Palpiter, respirer, c'est deux belles choses pour se sentir vivant. S'écouter, respirer, ça c'est déjà pas facile. Et en yoga, s'écouter, palpiter, et être capable de s'allonger sur un tapis, ce que je fais avec mes étudiants, et d'écouter ses fréquences cardiaques, taper. Et donc là, il y a quelques méthodes, etc. Si vous faites 100 mètres, 200 mètres à fond, vous allongez sur un tapis, vous allez sentir tout de suite votre palpitant, parce que ça va monter. Mais fréquence cardiaque de repos, fermez les yeux, suspendre le souffle, écoutez sa fréquence cardiaque, c'est un voyage intérieur qui commence. Et le yoga, c'est ça, c'est un voyage intérieur. Pour nous, dans notre conception. Il donnait des cours de yoga, donc ça c'est pas la première chose, qu'il faisait d'autres choses. Il a été brocanteur, il a été fleuriste, mais là pendant 20 ans, dans les années où il a le plus produit, je dirais, parce qu'il a produit beaucoup de tableaux entre 80 et 2013, même si on a des tableaux de 1950 un peu moins nombreux. Là, il avait une qualité de production différente et un moyen de production différent. Avant, c'était des petits formats, peu de moyens, je dirais, financiers. Là, il a un grand atelier, des toiles, il les fait lui-même, il fabrique ses toiles. Donc, c'est aussi une conception de fabriquer ses toiles, ses mélanges de peinture, etc. En coller ses toiles, ses châssis. Donc, c'est vraiment déjà une façon de se mettre vraiment, être bricoleur et de se mettre vraiment à faire les toiles de la dimension qu'il a envie, tout simplement, des bouts de bois, etc., des toiles de bois. Là, c'est son affiche de yoga à l'époque, il n'y avait pas d'affiche informatisée, voilà comment ça se fait. On l'a retrouvé, donc j'avais trouvé ça un peu marrant, donc j'ai gardé sa carte, effectivement, où on peut le contacter. Et je crois qu'il y avait non, c'est pas à cette époque-là, il y a une autre carte où il dit qu'on peut l'appeler avant 8h du matin et après 8h du soir. Donc ici, effectivement, le yoga, c'est vraiment créer dans le silence, c'est vraiment l'une de ces... il y avait écrit, voilà, ce panneau silence est écrit en bas de l'escalier, je l'ai toujours, le panneau, effectivement. Et là, quand il était dans son atelier, il fallait faire du silence dans la maison, effectivement, à un moment, il devait faire du silence, il y avait une très grande maison à la campagne. Et lui, c'est fondamental de créer dans le silence. Donc il y a des gens qui font plusieurs choses à la fois, qui écoutent de la musique, etc. Lui, le silence, c'était fondamental. Ça, c'est sa représentation des chakras, c'est lui qui les a fait, donc il est prof de yoga, il peint bien sûr des tableaux sur la méditation aussi, etc. Donc il y a toute une série qui n'a jamais été exposée, qui rappelle bien sûr sa condition de prof de yoga, qui montrait à ses élèves, bien sûr, parce qu'il les avait peints, ces tableaux lui-même, pour méditer. Après, je pense qu'il va dialoguer avec son mental, il va faire que ça toute sa vie, et dialoguer avec son mental, c'est savoir ce que vous ressentez profondément, prendre son temps, s'arrêter, faire une série de peintures, attendre 3, 4 mois, 6 mois, d'avoir l'idée pour faire une autre série de peintures, ou la technique pour le faire, ou rassembler le maximum d'idées pour commencer une vraie série. Donc c'est vraiment un dialogue. Et effectivement, beaucoup de calligraphie pendant 10 ans, par exemple, voilà, 90 à 2000. On verra d'autres calligraphies plus pointues sur l'arbre, etc. Mais là, des calligraphies toutes simples. Et voilà, c'est ce qui est exposé en ce moment dans mon appartement, les formes du temps, donc des choses qui sont complètement sorties de son esprit. On ne sait pas comment exactement, avec plein de points, etc. et des formes, voilà, tout simplement. Vous avez ce genre d'art, je dirais, dans 1900, à partir des années 2000, qui sont comme ça. Le point est aussi c'est pour ça que mon exposition actuellement à Paris, elle s'appelle Du point au fourmillement de points. Parce que des fois, il n'y a qu'un seul point dans les années 60, et après, une multitude de points qui fait un truc un peu hypnotique, etc. Il y a plein de points, juste avec un point. Le point, c'est facile, je coupe un pinceau, le poil du pinceau, et je fais comme ça.
Et il fait sur les sculptures, etc. Et votre point, il est parfait si vous pensez juste à couper le poil du pinceau. Et après, si vous avez un gros pinceau, ça fait des points plus ou moins gros. Donc, on peut jouer avec l'effet hypnotique juste en coupant les poils du pinceau. Pour les jeunes, c'est bien, pour savoir, petite technique. Ici, effectivement, se sentir vivant, bah c'est quelqu'un qui va au Club Méditerranée dès les années 50. Le Club Méditerranée vient juste d'ouvrir, 1950. Ça donne la possibilité, comme moi, d'aller faire du catamaran avec l'UCPA 30 ans après, mais lui, ça lui donne la possibilité d'aller plonger dans toute la mer Méditerranée. Donc le but du voyage, c'est d'aller plonger, et je visite toute la Méditerranée. On va voir pas mal de voyages. Donc lui, il part en plongée sous-marine. Ensuite, il faut savoir que pendant la guerre, et si vous êtes à Saint-Florentin, bah, il y a l'Armançon et l'Armance qui passent, il y a le canal aussi. Et dans l'Armançon, il pêchait avec un trident pour se nourrir tout simplement. C'était quelqu'un qui était dans l'eau et qui pêchait avec un trident, donc il braconnait, on est bien d'accord. Hein. Il braconnait pas du gibier aussi. Hein. Voilà, c'est quelqu'un très proche de la nature, qui a utilisé ses ressources et les ressources locales pour manger du poisson tous les jours, tout simplement. Donc trident très important. Après, la plongée sous-marine, c'est une activité de loisir qu'il fait dans les années 50. Il chasse aussi, hein, c'est avec le masque, hein, c'est pas du tout avec les bouteilles, on est bien d'accord. Hein. On vous jette le fusil à 5 mètres de profondeur quand vous arrivez au Club Med et vous êtes capable d'aller le chercher ou pas. Et après, vous avez le droit de faire l'activité ou pas. Si vous n'avez pas nagé, si vous n'êtes pas capable d'aller chercher à 5 mètres de profondeur, vous ne faites pas l'activité. C'était aussi simple que ça. Ils se sont trompés dans la lettre de l'un, voilà, numéro 3566, donc l'un des premiers à aller au Club Med, effectivement. Il a pêché la truite toute sa vie, parce que pêcher la truite, c'est au contact de la rivière, mettre les pieds dans la rivière, remonter la rivière, regarder comment les truites s'organisent, vivent, comment le bord de la rivière vit. Et ça a été son activité, l'activité principale, vraiment, au fil de l'eau. C'est bien sûr des pêcheurs qu'il a dans les années 50. Là, c'est l'impression, un tableau qui est en ce moment à la galerie Arnoux, effectivement, qui est très très bleu, qui a inspiré vraiment des flots. Évidemment, on le voit tout de suite. On peut imaginer plusieurs choses, mais c'est exactement ça. Ensuite, au fil de l'eau, voilà, si je regarde sa production, on voit des choses qui coulent, des bateaux, etc. Des choses qui coulent aussi dans une périphérie de blanc et bleu. Hein, c'est toute une série dans les années 90. Et là, c'est une série de 2000 où il y a des portions d'eau, des eaux, des lacs, des mers, etc. Donc on voit sans arrêt, je dirais, ce concept de la nature et de l'eau au fil de l'eau, puisque c'est ce qu'il a inspiré. Nager dans l'eau, c'était très important. S'immerger dans l'eau, sentir la pesanteur, s'échapper à la pesanteur, c'est exactement les termes qu'il employait. On a le corps qui flotte, etc. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand vous êtes très à l'aise dans l'eau, voilà, c'est quelque chose qui l'a motivé à traverser toute la Méditerranée pour aller voir dans les îles, voilà, comment on pouvait plonger. L'autre plaisir qu'on a partagé énormément, donc il a chassé seul, sans chien, voilà, se promener dans la nature avec un fusil très précis à 20 à l'époque pour les chasseurs, je ne sais pas s'il y a des spécialistes chasseurs, donc un fusil qui tire très précisément, mais lui c'était se promener d'abord dans la nature tout seul, pas être embêté par d'autres ou par les chiens et voir tout ce qui se passait, comment évoluer la nature progressivement au fil des saisons. La cueillette des champignons, là, on a cette passion commune parce qu'il m'a emmené dès que j'étais petit, et effectivement on connaît quelques espèces de champignons qui nous intéressent et qu'on ramasse tous les ans, effectivement. Ensuite, il a photographié la nature, parce que quand on est amoureux de la nature, on prend un appareil, ou pas, hein, ou on dessine, etc. Et là, il a photographié des tonnes et des tonnes de choses, on verra. Et surtout le cycle des saisons, comment évolue la nature du printemps jusqu'à l'automne, comment les arbres se dénudent, on verra. Et l'autre terme que j'emploie souvent pour lui, c'est glaner dans la nature. C'est pas, voilà, il récoltait des choses dans la nature. Je me suis promené, on a ramassé des cailloux, des coquillages, effectivement, des bois flottés, des bouts d'arbres, etc. On a récolté des choses incroyables toute notre vie, je dirais, avec mon père, et dont des sables naturels. Ça, c'est une collection de sables naturels, et il y a 150 sables naturels dans sa collection, et il a fait des tableaux uniquement avec des sables naturels collés. Donc on a une collection importante de sables naturels. J'ai sûrement des photos, on verra. Donc les sables, ça c'est des silex. Donc en forêt d'hôtes, il y a beaucoup de silex. Et donc là, ils sont pas peints, mais il y a toute une série de silex peints, effectivement. Et des bois flottés. Sur son atelier, on a vu des écorces. Je ramasse des écorces, ça me donne des idées. Et après, bien sûr, les écorces, on les applique un jour sur un tableau. 5 ans après, 10 ans après, des écorces de platane que vous avez vues. Et c'est déjà un langage d'arbre. Mais c'est parce que vous avez récolté des écorces, vous avez regardé des écorces, vous avez vu les écorces tomber des platanes tous les ans. Et vous avez progressivement, vous êtes plongé dans le vivant de l'arbre, qui est la peau de l'arbre, la dernière peau de l'arbre, le dernier vivant de l'arbre. Et donc ça l'intéressait effectivement. Des graines, je ramasse toutes les graines possibles, puisque les graines vont me donner
une calimétrie différente et voilà, vous mettez des graines sur une toile blanche tout simplement et vous pulvérisez avec de l'encre de Chine diluée et ça donne vos fonds chaotiques ou carrément votre tableau puisque voilà, là c'est des graines, des tiges, je pulvérise, les graines, vous les enlevez après, elles ont disparu, ça fait le blanc. Donc un truc tout simple à faire avec des enfants en expérience, en expérimentation. Et là, on a pas mal de choses. Alors c'est plus ou moins réussi, hein, je vous rassure, c'est pas toujours réussi aussi fabuleux que ça. Là, on dirait une galaxie, c'est des fois, on dirait voilà, comme un champ de blé ou je sais pas. Mais voilà, on voit tac, un truc, ça marche ou ça marche pas. Et c'est ça l'expérimentation, ça marche ou ça marche pas. On ne fait pas que des choses réussies, mais juste avec des graines ou des tiges d'herbe, etc. Et des fois, il a utilisé des tiges d'herbe pour faire avec l'encre de Chine. Des dessins aussi, pareil, vous utilisez une herbe un peu complexe et vous traînez l'herbe complexe en la trempant en l'encre de Chine, ça vous fait l'inspiration de la nature et des dessins que vous n'auriez pas pu imaginer vous-même, bien évidemment. C'est la création toute simple, hein, avec tout ce qu'on imagine. Donc voilà, quand on a numérisé toutes ces diapos, on a des caisses de diapos comme ça, effectivement, classées, il les avait classées, etc. Et on a tout numérisé à un moment donné avec ma maman, il y a une dizaine d'années, hein, effectivement, et j'ai tout. Tous les thèmes qu'il y avait sur ces boîtes, c'était ça, l'eau, la neige, le ciel, les arbres, l'écorce, les végétaux, les coraux, les minéraux, les silex, les traces sur le sol, les traces de goudron sur le sol, les traces de n'importe quoi sur le sol, d'animaux, des petites pattes dans la boue. Est-ce que ça peut m'inspirer sur des tableaux beaucoup plus complexes? Ça l'a inspiré énormément, on verra. Les carrières, le sable, les carrières, ça c'était quelque chose d'important. Et les grottes, dès le début, il a fait un voyage initiatique, je dirais. Ils ont été visités avec ma maman en 57. Toutes les grottes du Périgord, ils ont vu Lascaux original, ils ont vu, ça va me revenir, en Espagne, l'une des plus célèbres aussi en Espagne, Altamira, donc l'original. Donc quand vous avez eu la chance de voir ces grottes-là, ça vous marque à vie. Moi je les ai vues, mais je n'ai pas vu l'original, je n'ai pas eu cette chance-là. Et les grottes, cela va vraiment marquer. L'art pariétal l'a marqué, puisqu'il se sent relié aux gens qui ont fait de la création sur des parois, sur des choses bizarres, sur des rugueuses, et qui ont utilisé leur art voilà, depuis la nuit des temps. Et donc là, c'est un vrai art pariétal, et il est en admiration devant ces artistes qui, au fond des grottes, arrivaient à faire un trait ou utiliser la paroi, les formes de la paroi pour vous montrer le mouvement du mammouth, des animaux qui chassaient plus ou moins, ou qui étaient des totems pour eux. Je connais un peu aussi l'arrière pariétal, on pourra poser des questions. L'image infinie de la nature, voilà les genres de photos tout simplement. Hein. Photos de fleurs, le bambou, c'est un bambou qui est même chez nous, celui-là, avec des petites traces à un moment donné. Voilà, c'est ça qui apparaît. On verra que les coraux vont aussi être une source d'inspiration très importante pour sa production. Ici, je ne sais pas si je ne suis pas sûr ici. Je ne sais pas si j'en ai mis ici. Mais on verra que j'ai plein de diapos après qui inspirent. Donc la matrice du corail, hein, et après, bien sûr, on va voir des calligraphies de corail, et après des séries qui sont inspirées des coraux. Donc vraiment, un jour, en marchant au Mexique, hein, sur un chemin fait de structures, on appelle ça des squelettes de coraux, en fait, qui sont morts. Et ces petits dessins-là, voilà, il va tout chercher, des signes, etc. Un vrai langage minéral, il va chercher ça. Mais on est entre le minéral végétal avec le corail, on est d'accord. Ici, se sentir vivant, c'est vraiment se sentir libre, se déplacer, voyager. Quelqu'un qui voyage dans les années 50, il n'y en a pas 25 000, hein, donc je dirais pas des banlieusards, des gens de la campagne qui vont étudier à Paris dans les années 50, c'est très rare. Je ne comprends même pas comment sa maman, qui était cafetière, guérisseuse, l'a envoyé à Paris, donc elle voulait qu'il soit médecin, hein, c'est pour ça, il n'a jamais voulu. Mais voilà, des gens qui envoient leurs enfants à Paris en 1945, c'est très rare dans notre région, hein, si vous êtes déjà à Paris, je ne sais pas. Et donc lui, la deuxième expérience qu'il a eue, il a travaillé chez quelqu'un à Paris aussi à l'époque, hein, un joaillier. Donc sûrement des choses un peu bizarres. Et lui, donc de toute façon, son expérience à Paris, il s'est dit, je vais venir vivre à la campagne, peindre à la campagne, créer à la campagne. Il ne savait pas encore quoi, il y a eu une grosse période de doute. Mais surtout, je serai mon propre patron. Pour être libre, je n'aurai pas un patron. Et ça, c'était évident pour lui dans sa culture de la liberté exactement. Et avoir du temps libre, je pense qu'il avait déjà anticipé le temps libre. Hein. La société de loisirs, c'est Dumasdier, quand on parle des années 60, on va créer un temps libre de plus en plus grand, avec les congés payés bien sûr, avec les semaines de vacances qui vont augmenter jusqu'aux années 80, 5 semaines, où le temps libre va dépasser le temps de travail. Je vous rappelle qu'au début du XXe siècle, on travaillait 12 heures par jour, qu'il y avait un peu le dimanche, mais les autres jours n'existaient pas, et on travaillait 12 heures par jour, et on se reposait 12 heures en général. Et là, effectivement, lui, quand je regarde sa carte de sa brocante, il ouvre 4 demi-journées par semaine.
Alors, il va chercher des meubles dans le Massif central, je ne dis pas qu'il ne fait rien pendant la semaine, il répare des meubles, etc. Mais il s'est créé un emploi du temps avec beaucoup de temps libre. Et ça permettait de vivre. Brocanteur à l'époque, ça permettait de vivre pas mal. Ma maman est expert comptable, donc on est d'accord aussi. Ça permet d'assurer à côté. 4 demi-journées par semaine, donc vraiment cette idée. Ça, c'est son carnet de voyage, hein, Djerbal, Zabrastal, les déserts, Tripoli, toutes les ruines qui peuvent exister, toutes ces civilisations anciennes, tout l'a intéressé, les Incas, les Mayas, tout l'a intéressé hein, dans les signes qu'ils ont pu produire dans ces civilisations-là. La partie peinture, elle est là, c'est représenter le vivant, donc son père qui l'a représenté, donc capable de faire un portrait. Ensuite, explorer le vivant, l'abstraction, c'est-à-dire qu'à partir d'une forme vivante ou d'une feuille, etc., vous allez imaginer quelque chose et le transformer complètement. Picasso a fait ça avec le cubisme, hein. Il a regardé différents points de vue d'un seul coup, donc il vous a fait un truc que personne ne voyait, parce que c'était comme si on voyait avec plein d'angles différents, mais il y a plein d'artistes qui ont commencé à faire ça, hein. Le plus célèbre pour moi c'est Matisse, le tableau le plus célèbre hein, c'est Matisse, hein, qui a été reconnu que 30 ou 40 ans après, c'est le tableau rouge de l'Atelier Rouge, qui était exposé il n'y a pas si longtemps à la Fondation à Paris, je verrai, le nom de la fondation m'échappe. Bath, il est où Bath Non, la sortie en Boulogne, C'est quartier. Non, c'est pas quartier là. Oui, mais comment il s'appelle il s'appelle autrement ce truc-là. Voilà, merci. Le nom m'échappait. Et après, effectivement, lui, dès les années 50, il va plonger dans l'abstrait en utilisant parfois des signes de nature, ce qu'on voit là. Une chose qui ressemble à une tulipe, une chose qui ressemble peut-être à un serpent, mais l'amalgame des choses va le faire plonger complètement dans l'abstrait, avec des monochromes, des choses comme ça, progressivement. Et c'est ce que je vais maintenant tenter d'expliquer et montrer vraiment avec des œuvres de Paul Thenez. Représenter le réel, voilà, vous êtes à Paris, vous êtes étudiant, vous ne prenez pas de cours, mais il y a des choses gratuites à faire, vous allez à la Grande Chaumière à Paris, et vous pouvez vous installer, et les modèles viennent défiler pendant 15 minutes. Ils se mettent dans une position, 15 minutes après ils changent de position et vous dessinez, bien sûr au fusain. C'est plus ou moins réussi, j'en ai des beaucoup moins réussis, je vous rassure. Des petits formats, des grands formats, des sanguines avec du truc, voilà. Et vous avez toutes ces séries-là qu'on sort jamais bien sûr, qu'on montre jamais puisque c'est sa période figurative et c'est pas là-dessus qu'on mise du tout. Mais voilà, le vivant il est là, il est vraiment là le vivant, déjà sur l'être vivant. Donc là on essaye de représenter le réel. Et au bout d'un an ou 6 mois, il a dit bon, c'est pas mon truc, quoi. Je veux dire, j'ai pas envie de faire ça toute ma vie, mais du tout. C'était pas du tout son truc. Mais voilà, on apprend à dessiner tout seul, hein, puisqu'il n'y a pas de cours. Enfin, on peut prendre des cours, mais là, les choses gratuites sont sans cours, effectivement. Et après, voilà, dans les années 60, il va prendre aussi des feuilles, etc., des bambous, des fougères. Comment se passe la croissance? Et ça, c'est un mot important. Et après, il va retenir quelques signes ici pour inscrire dans son tableau. Il va se créer vraiment un langage végétal, progressivement, et essayer d'expliquer avec des dessins. Et voilà, vous pouvez continuer toute votre feuille comme ça, avec cette ligne-là, effectivement, avec des traits de l'autre côté. Et vous allez inventer complètement une œuvre complètement abstraite. Mais les signes, ils sont dans votre tête. Vous les avez mis dans votre subconscient parce que vous avez travaillé sans arrêt en voyant ces végétaux ou ces couleurs de végétal, hein, c'est exactement pareil. Sur les couleurs, on en parlera après. Et donc, des petites carnets de notes partout comme ça, des choses écrites, effectivement, sans arrêt sur la croissance, le schéma de la croissance. Voilà. Et comment je fais avec ce signe-là, pour transformer en un tableau vivant dans tous les sens, etc. Et il va travailler beaucoup sur ces signes de la nature. On va voir d'autres exemples. Voilà, donc explorer le vivant. Vous avez une personne qui vient exposer et d'un seul coup vous dites « Ah, je vais mettre des trucs noirs. » Donc le nu devient déjà autre chose et c'est plus la représentation du vivant. Pour moi, c'est déjà, j'explore le vivant, mais je commence à faire de l'abstraction. On voit qu'il y a du vivant derrière, que c'est quelqu'un, voilà, pareil. Là, juste les formes, voilà, c'est une vraie aquarelle, hein, c'est pas du tout fait à Paris. Et là, voilà, pourquoi je dessinerais pas comme si les stries, les muscles, il y a quelque chose de complètement différent. Il n'est pas habillé comme ça, on se doute bien, hein, mais voilà, avec juste quelques coups de pinceau, vous transformez complètement le vivant et vous faites une série de personnages qui est complètement différent. Et voilà, ce qui s'appelle pour moi l'abstraction. L'abstraction, c'est aussi avec un genre d'oiseau dans la tête qu'il avait, etc. Voilà, des formes toutes simples, voilà, avec 3-4 coups de pinceau. Qu'est-ce qu'on fait avec un arbre, etc. On n'essaye pas de représenter exactement l'arbre. On n'essaye pas de copier l'arbre, de dire « Ah, c'est une photo ou c'est ce qu'il a dit ?» Non, rien à voir. Je fais un truc qui me parle, ce signe qui me parle, et après, où je mets la couleur, où je mets pas de couleur.
et on est sans arrêt en train de chercher. Là, j'ai mis du brou de noix, c'est ici. Brou de noix, c'est qu'on dilue plus ou moins le brou de noix pour faire des choses plus ou moins claires, etc. Donc on travaille beaucoup avec le brou de noix quand on fait des expériences sur du craft, etc. Donc il a travaillé énormément avec le brou de noix. Ici, voilà, vous avez pratiquement la même juste à côté. Hein. Voilà, on voit qu'il n'a pas représenté le réel du tout. On sait que c'est un paysage, on voit que c'est un paysage, mais voilà, il a modifié. L'aquarelle, je vous rappelle, hein, voilà, on rate ou on rate pas. En 3 secondes, la peinture s'est mélangée avec une autre, etc. Donc, ou on réussit du premier coup, ou c'est totalement raté. Donc, on peut recommencer. L'aquarelle, c'est très très compliqué de comprendre comment fonctionne l'aquarelle, comment se mélangent les couleurs. Et donc, c'est une vraie technique, l'aquarelle. Et là, ben voilà, j'ai quelques natures mortes, citron ou orange, et comment je les mets en scène, en fait, pour en faire une toile qui est dynamique et qui ne ressemble absolument pas à la table ou le saladier qui est en dessous, etc. J'utilise juste un élément et je transforme complètement le reste. Donc c'est ça. Les arbres, c'est pareil. Voilà, ça c'est une aquarelle faite directement en Grèce à l'époque, donc dans les années 50. Après, on cherche des signes. Hein. Moi, je vois dans son œuvre, on y cherche sans arrêt des signes. Hein. Donc, c'est devenu un tableau. Ça, c'est une étude qui est devenue la pêche. Hein. Il y en a un qui est un tableau comme ça, qui est d'ailleurs à la galerie encore. Hein. Donc, quelques signes. Comment moi, je représente l'humain, comment je représente le poisson, juste avec un signe. Et donc, on est déjà dans l'abstraction, mais on se doute bien que ça vient. Et en plus, il y a écrit la pêche là-dessus. L'idée du filet, un croisillon comme ça, l'idée du filet, effectivement, de pêche. Et les vagues, on a les hommes qui vont pêcher, se mettre les pieds dans l'eau ou pas, etc. Et on a les poissons. Donc on a tout, mais ça n'a rien à voir avec une scène de pêche qu'on sera en train de peindre, effectivement. Scène de danse, hein, c'est pas le premier à avoir fait cette scène-là, ça doit vous rappeler quelque chose peut-être, si vous avez vu. Exactement. Hein. Donc il a cette scène de danse, c'est exactement pareil. Et là, j'ai pris ce tableau-là, mais ça pourrait être un autre. Hein. Et effectivement, comme si des personnages dansaient, se changeaient complètement de forme, etc. Et on a voilà, une abstraction complète. Hein. On peut utiliser bien sûr les poissons, donc il a des poissons qu'il a utilisés, après il va changer le poisson même dans tous les sens, etc. Et voilà les signes des poissons, il crée un vrai langage de signes, de petits traits, de lignes, de points, etc., de zigzags. Et donc il va étudier même la vie animale comme ça, et on a des carnets complets de ce qu'était la vie animale, le vivant, et qu'est-ce que j'en fais, et est-ce que je vais pouvoir utiliser quelques signes qui vont être utiles ensuite pour mes œuvres abstraites. Mais ce n'est pas venu de rien, ce n'est pas venu uniquement du cerveau, c'est venu du travail qu'on a fait sur l'observation des choses très pointues et des signes très pointus. Vous pouvez étudier, je ne sais pas, les taches des girafes, les taches des guépards, les taches, et vous avez un système de taches incroyable, de formes qui vous a été inspiré par la nature, vous pouvez mettre n'importe comment, avec d'autres couleurs effectivement, et vous aurez un tableau complètement abstrait, mais l'idée, il y a eu l'impulse, l'idée, l'insight, c'est venu d'une forme de la nature. Pareil, donc il y a quelque chose qui s'appelle l'abstraction géométrique. Il y a tout un courant de peinture des années 60-70 qui s'est mis en route. Ben voilà, avec un animal, comment on fait pour faire de l'abstraction géométrique et pour essayer d'avoir le mouvement de l'animal, puisque vous le scannez, je dirais, en 5 ou 6 positions différentes, et on voit bien que là, son animal, il avance, ou il est en train de se déplacer. Donc, c'est pas juste, je le représente. Ma chauve-souris, elle est en train de bouger ses ailes, donc je la présente comme ça exactement. Donc, c'est plus la représentation de l'animal qu'on peut avoir, bien sûr, par du classique. Mais c'est exactement ça. C'est le vivant. On est dans le 53, là. Hein, donc, je vous ai fait. Là, vous avez le tableau qui est ici. Et alors, l'inspiration, effectivement, il appelle ça, il a des grandes calligraphies hein, qui sont encore plus grandes que celle-là. Celle-là est petite. On a réussi à l'encadrer. Quand elles sont plus grandes, on a du mal. Mais voilà, il va représenter l'arbre, mais pas uniquement l'arbre, juste l'ombre de l'arbre ou les formes de l'arbre qui vont l'intéresser. Et il appelle ça la leçon de l'arbre. Et après, il va travailler avec ces signes-là pour faire le mental de l'arbre. Donc, ces séries s'appellent exactement comme ça. Et ce n'est pas juste un petit dessin de temps en temps. Il se pose, il en fait beaucoup, il regarde les arbres, il a pris des diapos avant, il a étudié la diapo et il travaille sur la diapo directement à langue de Chine. Sur du papier tout simple, hein, ce n'est pas un papier d'une très grande valeur, du craft blanc. Hein. Autre technique complètement, alors on peut dire que c'est une technique pointilliste, mais ce n'est pas exactement ça. C'est peindre dans la nature, c'est la série de 82, donc il va se dire comment je peux inscrire le temps sur la toile. Donc ça veut dire qu'à partir du début du printemps jusqu'à la fin du printemps, je veux que ce paysage, il stigmatise et il symbolise le temps. Et donc je commence à passer à un endroit précis, j'ai sélectionné 10 ou 15 endroits qui sont très feuillus, etc., où il y a beaucoup de végétation. S'il y a le ciel, on verra que il y a une petite chose qui va le déranger, il va changer de méthode. Et toutes les semaines,
il refait une diapositive. Non, alors là, c'est pas ça. Toutes les semaines, il repasse au même endroit et il peint dans sa voiture. Une R5 jaune à l'époque. Et il peint dans sa voiture des petits formats, des petits. Et bien sûr, on voit que c'est un paysage, mais lui, il a ajouté des taches de peinture toutes les semaines parce que les jaunes sont apparus, les verts sont apparus, etc., etc. Donc il a travaillé pendant 3 mois sur ces tableaux. Vous retournez le tableau et vous avez les dates à chaque fois qu'il est passé à l'endroit. Irancy, voilà, des communes très connues de chez nous, hein, avec beaucoup de végétation, etc. Et donc, après, dans la série suivante, il va dire il y a un truc qui ne va pas, c'est que le ciel évolue beaucoup moins vite que la nature, ou beaucoup trop vite, parce qu'il y a des nuages qui passent, etc. Et je ne peux pas. Donc, il faudrait que j'invente le ciel. Donc, il va complètement mettre que des paysages comme ça après, où c'est complètement couvert, et il n'y a pas le ciel qui déroge un peu à sa vision du temps qui n'est pas du tout la même, parce que le temps du ciel, c'est de l'instantané, en 5 secondes, le ciel, il bouge. Donc là, non, c'est la nature qui va bouger en 3 mois. Donc ça, c'est vraiment une série assez connue. Le temps du printemps. C'est des huiles à l'époque. Il va basculer très rapidement après, il ne fera plus d'huile à partir de 86-87. Il va passer dans l'acrylique. C'est une bonne question. Et on n'est pas capable, quand je vois, je ne suis pas capable de dire ce que c'est. C'est parce que je l'ai vu travailler et que je sais. Mais j'ai du mal à, moi, il y a peut-être des grands connaisseurs qui pourraient me dire tout de suite, mais moi je... Voilà, c'est ce que je dis, parce que moi je ne suis pas un spécialiste peintre, mais il y a peut-être des mecs qui diraient attention. Voilà, plongeon abstrait. Donc c'est évidemment des formes complètement abstraites. On a fait une exposition, c'était l'affiche de l'exposition il n'y a pas longtemps, effectivement sur les couleurs, sur l'alchimisme des couleurs, donc plein de couleurs, etc. Comment je les associe. J'ai la même photo avec le jaune en moins, j'ai la même photo avec le vert en moins. Donc voilà, ce signe-là. Et après, comment je mets en valeur ce signe, etc. Et là, on garde les épreuves, hein, c'est-à-dire que je garde les 4 tableaux pour savoir comment ça s'est passé. Et je refais le bleu, la même chose, et je refais et je regarde lequel. Parce que souvent, c'est la touche de trop, on appelle ça en peinture. Donc ça veut dire qu'on a dépassé le tableau et ça ne marche plus. Et donc là, si vous rajoutez encore une couleur, ça ne va plus marcher. Et là, peut-être que le vert, c'était déjà trop, etc. Donc lui, il va se dire, ah, c'est celui-là. Voilà. Mais il a gardé toutes les épreuves. Et là, donc on a toutes les séries aussi, des preuves qui ont évolué, etc. Comment la création se développe à travers une œuvre et comment j'ai fait pour garder les épreuves. Donc je prends la photo de l'œuvre, etc. Il y a plein de techniques. Hein. Dans les bouquins qu'on fait, vous verrez, dans les carnets d'atelier, on voit les 7-8 étapes du tableau. Donc, ce qui est rare, évidemment. C'est pour ça que la création est importante. Le végétal, eh ben, effectivement, il va ramasser, bien sûr, ce genre d'objets. Là, il va prendre des photos d'écorces, hein, qui ont voilà, des écorces assez incroyables. Ça, c'est un tableau à lui, c'est un extrait du tableau. Mais voilà, c'est ce genre d'écorce qu'on voit et qu'après, il va mettre sur une toile de jute qui va aplatir. Et progressivement, il y a une technique, hein, effectivement, pour les aplatir. Il y a de la bonne colle, etc. Faut mieux les mettre sur un support en bois, sinon, dès que vous mettez de la colle sur quelque chose, ça pète, hein, parce que les épreuves de sable qu'il avait fait dans les années 50, ils sont craquelés, etc. Après, quand vous l'installez vous marouflez la toile de jute, hein, et on est bien d'accord, sur du bois, avec une colle spéciale, un encollage spécial. Après, vous mettez la bonne colle pour le sable aussi, et ça ne bouge pas. Ça fait 35 ans, il n'y a pas un grain de sable qui tombe, parce que j'ai frotté le sable à chaque fois, j'ai rajouté du sable, et c'est exactement ça. Et donc, effectivement, des bois flottés, voilà, ça l'a inspiré. Comme je dis, il les sacralise, ces bois flottés, comme les silex. Il les met sur socle. Il en fait des totems, quoi. Et donc pour lui, c'est des choses très importantes. Et pour ces petites filles, il faisait beaucoup de petites sculptures en silex, il changeait tous les ans le motif de la sculpture, mais voilà, ils ont des collections de sculptures, parce que tous les ans, c'était le cadeau qu'il leur faisait. Elles venaient dans l'atelier et elles choisissaient. C'est pas mal. J'en ai aussi quelques-unes. Dans mon appartement aussi, bien sûr, je ne sais pas si j'en ai là, hein, mais je peux en montrer. L'étude des couleurs, si vous êtes très très voilà, attentif aux couleurs, on voit que ça change, mais si vous les prenez pas en photo ou si vous les mettez pas en peinture, en aquarelle, etc. Et donc là, il va expliquer, comprendre, c'est pas du tout les années 50, hein, la date est fausse dans mon diaporama, c'est sûr. Il va expliquer il voit ces couleurs-là, la montée de la couleur progressivement pendant le printemps, etc. Et il va noter vraiment la sensibilité aux couleurs, la précision des couleurs très importante. Et quelques couleurs serviront à faire autre chose, serviront à faire carrément des monochromes, hein, parce que ça a été quand même une de ses occupations favorites de faire des monochromes. Mais les couleurs du vivant, c'est important. Les truites, c'est la chose la plus colorée qui existe quand elle sort de l'eau. Au bout de 2 minutes, 3 minutes, elle a perdu toute sa vivacité, toute sa couleur, tout son éclat. Mais le vivant est quelque chose de très coloré. Vous allez à l'aquarium de La Rochelle, j'ai été il y a 15 jours à l'aquarium de La Rochelle, c'est exceptionnel. Ça va du fluo, bien sûr, au terme, mais c'est incroyable. Et les couleurs du vivant, c'est extraordinaire. Quand ils sont morts, non, ils n'ont pas la même couleur. Même votre truite, qui peut être extraordinaire, elle n'a plus du tout la même chose. Et donc,
c'est cette couleur qui l'intéresse et c'est celle-là que je voulais créer ou c'est celle-là qui m'intéresse. Et on va essayer de rechercher ces couleurs-là qui ont servi aussi aux végétaux ici. Hein. C'est-à-dire c'est cette couleur de végétal qu'il a ramené à l'atelier et il a créé sa couleur et il a représenté la fleur complètement différente. Mais c'est exactement ça. Ça, c'est une couleur végétale, complètement. Une gueule de loup, tout simplement. Vous avez ce qu'il a trouvé, vous avez même la gueule de loup ici dessinée, et après, voilà, comment il l'a mis en page, et mis en scène, etc. Mais ça aurait pu être un animal, hein. On aurait pu dire, tiens, vu qu'il l'a mis en scène un peu différemment, mais la gueule de loup, elle est là, et on voit son évolution, etc. Et il a cherché vraiment la bonne couleur. Les feuilles, voilà, les fleurs, les feuilles, tout l'intéressait, on peut le dire. Hein. Ici, ben voilà, j'ai l'un des choses qui est le plus connu, hein, c'est les vers, tous les vers qu'il voit au printemps. Alors lui, effectivement, je vous rassure, il y a des peintres qui en voyaient encore plus, hein, mais sa vision était tellement développée que voilà, il ne voyait pas les mêmes vers que moi, on n'avait pas les mêmes sensations sur les couleurs, je vous le dis. Il s'était fabriqué plein de nuanciers comme ça, sur les toiles de jute, pour voir si je mets cette couleur-là à côté de l'autre, etc. Donc vraiment, une technique de nuancier, on en a beaucoup. Mais là, voilà, sur une feuille, vous avez ce genre de travaux qui dit, oui, il a vraiment étudié les couleurs de la terre, des feuilles, etc. Et il voit exactement des couleurs complètement différentes. Et donc, qu'est-ce qui va l'intéresser dans ces vers-là? Il va choisir, etc. Tout est numéroté, tout est empaqueté, bien sûr. Après, c'est une grosse organisation, hein, de création. Et là, je vous ai mis l'exemple, effectivement. Les gueules de loup, l'iris, effectivement, vous avez une fleur. Il a vu cette fleur-là, il a vu cette couleur. Celle-là a vraiment voilà, choqué, intéressé. Et il a essayé de recréer exactement les mêmes couleurs et de mettre en forme complètement différemment, d'une façon, voilà, son cerveau dit, bon, je vais faire ça. J'aurais jamais pensé à faire de la fleur, à passer à ça. Mais la couleur de la fleur, elle est là exactement. Et après, il change un peu les formes, etc. On voit, il y a des choses complètement différentes dans cette série-là. Mais il part vraiment de la couleur de la fleur, c'est ça le plus important. Et on le voit, on le comprend dans cette petite... voilà. C'est celle-là. Ça tombe bien, elle est juste à côté. Voilà, il y a 4 études à côté, on voit, il y a 4 études. Et une des études, c'est celle-là. Mais des fois, c'est dans l'autre sens, etc. Et l'iris. Couleur végétale, cette série-là. J'ai dû mettre la date juste avant, c'est pour ce qu'on est en 83 exactement. Voilà. Ensuite, de ces couleurs, il y a certaines couleurs qui trouvent dans la nature, et souvent dans la nature, et qui dit, voilà, ça c'est la couleur, c'est exactement le violet que je cherchais ou qui me parle plus à mon cerveau, tout simplement, dans mon mental. Et je vais reproduire ce violet, donc je vais faire un mélange, je vais construire ma couleur, etc., faire des mélanges et trouver cette couleur sur le bon support qui va. Et sur un truc en toile, pas de la toile de jute, hein, une toile qu'il a préparée blanche, qu'il a des fois poncée, etc. Et il va installer un monochrome complet ou avec des petites nuances ou des rouges, etc. Et voilà, c'est exactement des couleurs, voilà. Il a exploré longtemps sa sensibilité pour trouver les couleurs qui résonnent le plus pour moi, à l'intérieur de moi. Il s'habillait toujours en vert, par exemple. Vous avez une couleur préférée et vous mettez souvent la même couleur. Lui, c'était le vert. Et comme il expliquait, hein, le rouge qu'il préfère à 20 ans, c'est pas le même à 30, 40 ou 50 ans. C'est pas le même. Ça a évolué avec. Donc, et il l'explique très bien, hein, parce que le rouge, après, ça fait référence à tellement d'autres choses qu'il a vues dans la peinture, etc., dans ses tableaux, etc., que ça évolue effectivement. Et c'est pas le même rouge, comme il dit. Mais monochromes rouges des années 60 ne sont pas les mêmes que les années 90, quand on revient au monochrome. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes sensations. Ici, c'est la même technique, et qui n'est pas une technique pointilliste aussi, c'est les flux de lumière. Donc les flux de lumière, c'est pareil, mais il va passer du printemps jusqu'à la fin de l'automne. C'est pour ça que les rouges apparaissent, les taches rouges. Et là, c'est des plus grands formats, il va travailler dans un atelier, il va prendre une diapo, cadrée, c'est ici que je prends toutes les semaines, je passe toutes les semaines à 20 endroits différents dans la nature et je fais ma série progressivement toutes les semaines dans mon atelier en projetant sur un écran, etc. Donc c'est vraiment des diapositives, hein. Je l'ai vu travailler comme ça. Et là, j'ajoute des couleurs sans arrêt. Et donc ça donne ça puisque on ajoute un maximum de couleurs et voilà. Flux de lumière, j'ai trouvé que c'était un titre bien choisi. Mais voilà, il se réfère aux feuilles, etc. Et, c'est la nature qui produit le truc. Après lui, il s'est juste dit comment j'inscris ce temps sur ma toile. Et donc, il y a d'autres peintres qui ont travaillé sur le temps, sur la lumière des cathédrales en fonction de la journée, par exemple. Hein. Mais lui, comment je fais sur la même toile pour mettre les couleurs du début du printemps jusqu'à la fin. Voilà son ambition dans cette série-là. Effectivement, c'est pas mal. Là, vous l'avez. Hein. Bon, pour lui, c'est vraiment une texture, un relief, un truc vivant. Et là, on aborde le vivant et on va voir que progressivement, le vivant va prendre de plus en plus d'ampleur, je dirais, dans la toile. C'est-à-dire que ça peut être qu'en relief, le vivant.
puisque le vivant, c'est pas quelque chose de plan. Vous avez une photo, c'est ça, mais vous n'êtes pas en deux dimensions, vous êtes en 3 dimensions. Et donc, si les écorces commencent à sortir du tableau, ce n'est pas des peintures d'écorce ou des photos d'écorce, c'est vraiment l'écorce qui fait que là, on va plonger dans le vivant encore plus, puisque c'est des formes viscérales, comme il appelle ça, c'est jamais des formes carrées, etc. Et on voit effectivement des choses apparaître, et de la peinture ajoutée ou pas. Et celui-là, il s'appelait vraiment Les Vivants de l'Horizon, c'est pour ça que je vous l'ai mis. Il s'appelait Les Vivants de l'Horizon, son titre. Et il avait des titres qu'il avait imaginés comme ça, et c'était une période où il était habité, je dirais, ma mère dirait toujours ça, hein, il était habité par les arbres quand il sort, par ces tableaux d'écorce. Quand il descendait de l'atelier, il était dans un autre monde, vraiment. Et ça, les autres séries ne lui faisaient pas cet effet-là. C'est vraiment que cette série-là, et les titres lui venaient comme ça, sans arrêt. Voilà, vous pouvez regarder, il y a des titres qui sont mis derrière le tableau, vous pouvez en décrocher un pour voir, et c'est lui qui a trouvé le titre, bien sûr, etc., qui a mis les titres. Et c'est ça. Et là, je pense qu'il commence à explorer la 3e dimension, et on va voir que ça va devenir un credo très important sur la suite de son œuvre. On a des photos que j'ai mis tout à l'heure, voilà, mais ça peut être juste la recherche de forme. Hein. Faire une photo d'écorce, d'écorce et de tronc, c'est déjà avoir une idée de forme derrière, parce que ça fait une mise en page incroyable sur un tableau abstrait. C'est déjà abstrait, on est bien d'accord. Donc il n'y a pas besoin de chercher loin. Hein. Vos platanes, vos machins, tac, vous avez déjà. Quand les feuilles de platane se détachent, c'est à ce moment-là que le blanc apparaît, les couleurs apparaissent tout de suite. Après une semaine ou deux, quand ils sont détachés, les couleurs se nuancent, etc. Mais c'est au début, quand vous pouvez les arracher, hein, des fois les platanes, hop, vous les arrachez, vous regardez la couleur en dessous. Ça, c'est extraordinaire. Faut y être à ce moment-là. Pardon ? Il y a la texture aussi. Exactement, la texture, la matière, et les écorces, il y a des livres complets sur les écorces des pays. C'est exceptionnel. Et lui, on a trouvé des livres après, parce que moi, bien sûr, mon grand plaisir, c'était de lui offrir des livres sur le sable, le Sahara, les couleurs. Et on a trouvé des bouquins d'écorces exceptionnels, mais bien après qu'il ait fait ces séries-là. Ça ne l'a pas inspiré, parce que les bouquins ont été faits après, mais le mec, il s'est baladé dans le monde entier pour nous trouver des écorces fabuleuses dans les bouquins. Mais vous ferez les bouquins de l'océan, de l'Antarctique, n'importe quoi, c'est pareil, vous avez des bouquins extraordinaires. Il y a des écorces d'eucalyptus notamment qui sont incroyables. Ah mais des écorces, j'ai 2 livres d'écorces chez moi, je lui ai offert des trucs extraordinaires, et moi, je ne connaissais pas plus que ça. Et là, alors donc, les troncs d'arbres, le tronc d'arbre que vous voyez là, c'est devenu un tableau, quoi. Donc ça, c'est la photo. Et ça, faut le savoir, hein, que c'est pas sorti de son esprit. Je les ai trouvés par hasard après, parce que les épreuves j'ai trouvé. Et là, c'est là. Et celui que vous avez dans l'entrée ici, c'était cette photo-là qui est devenue, elle est inversée. C'est cette photo-là qui est devenue le tableau. Et là, on a le tableau. Donc, c'est bien sûr les couleurs qui vont se mélanger dans son cerveau. Il va créer ces couleurs. Mais la mise en page était faite par la diapo qu'il a trouvée, dans le végétal. Et après, je ne savais pas. Hein, moi, il appelait ça les rêves de couleurs. Cette série. Mais moi, je ne savais pas que certaines correspondaient à des vrais diapos. Quand il a la série des portes, ici elles ne sont pas là, j'ai une série de portes où il a pris des photos de vieilles portes, etc. Et il a transformé ces portes et ça en a fait un truc vraiment important. Hein. Bon, là sur le livre que vous avez là, ici. Mais là, c'est vraiment, je retrouve la photo exactement. Donc, quand je ne triche pas, hein, je dis exactement comment c'est passé, c'est pas sorti de son esprit, c'est sorti de la photo. Et après, bien sûr, il met de la couleur, il s'organise. Est-ce que je la mets dans ce sens-là, dans l'autre sens? J'approfondis le truc. 95, il va plonger pendant 10 ans dans la calligraphie. Bon, c'est l'époque où il est vraiment prof de yoga, etc. Et l'arbre, voilà, on va étudier l'arbre, les évolutions de l'arbre, le tronc de l'arbre précisément, les dessins de l'arbre, les dessins des planches d'arbres. On va essayer de construire complètement, enfin lui, bien sûr, un langage végétal et avec ces formes-là, on va les retrouver dans les tableaux exactement pareil. Ces petits, celui-là, je vais le retrouver dans des tableaux bien plus tard. On va voir des grands tableaux qui s'appellent. Ah mais ça, bien sûr, ça c'est une calligraphie qui représente vraiment le végétal, et c'est le son de l'arbre ou l'esprit de l'arbre qu'il appelle ces choses-là, parce qu'il a juste étudié l'arbre et dit « Ah, c'est comme ça que je le vois » ou « C'est comme ça que je le représente l'arbre ». Il n'a pas dessiné un arbre, on ne voyait pas la couleur de l'arbre, etc. Ce n'était pas le sujet. C'était comme les structures des coraux, il ne va pas dessiner le corail, on va juste voir la structure, on va dire « Ah oui, ça c'est une structure de corail », il a extirpé après des signes de la nature. Et là, c'est les signes de l'arbre, effectivement, qui sont assez faciles à voir, mais on va retrouver ces signes-là. Ce signe-là, c'est un cœur inversé. Quand on se croit dans d'autres tableaux, exactement ce signe-là, je sais qu'on le voit dans d'autres tableaux. Et c'est net et précis. Il a mis plein de signes côte à côte, et c'est ces signes qu'il a extirpés, sorti des signes, et après, vous allez voir agencer les signes. C'est un petit travail. On a toujours le mental de l'arbre dans ces cas-là. Donc, voilà, il a extrait
des signes, effectivement, il n'a pas représenté tout l'arbre, mais il y a juste quelques signes du tronc, et des fois c'est des négatifs des signes du tronc, effectivement, parce qu'après je travaille aussi sur les négatifs, j'ai les pleins, j'ai les vides, et j'essaye de travailler les négatifs. Est-ce que j'ajoute de la couleur? Après on verra, mais voilà, il travaille vraiment sur la calligraphie avec des choses qui existent vraiment, et le mental de l'arbre, c'est ça. J'ai été voir au cœur de l'arbre, comme il disait, parce que si vous coupez une planche, vous avez des nœuds de l'arbre, les poteaux télégraphiques, ça paraît tout simple, les poteaux télégraphiques en bois, vous regardez, il y a des signes dessus extraordinaires. Ça pouvait l'inspirer tout simplement. Et il était passé avant, comme il dit, 20 fois de vent, 30 fois de vent, et d'un seul coup, il l'a vu. Voilà. Donc, et quand il l'a vu, après, il l'utilise beaucoup. Lui. Voilà, ça peut être le mental de l'arbre, ça peut être ça, sur du noir, sur du blanc, comment je fais. Là, on voit bien un vieil olivier, ou voilà, on imagine bien qu'il a travaillé sur des arbres qui sont des formes un peu bizarres. Mais après, est-ce que j'ajoute le noir? Est-ce que je n'ajoute pas le noir? Est-ce que je mets de la couleur? Tout va changer. Après, je peux agrandir, bien sûr, la largeur de certaines lignes, etc. Et après, je vais travailler. Mais là, c'est mon travail déjà d'étude de la nature, etc. pour aller faire des tableaux et des vraies séries après, comme je dis. Voilà, un genre de... J'ai inversé la taille, ou peut-être que c'était un arbre couché, je ne sais pas. Donc voilà comment il l'a représenté. Grand, hein. C'est à 1m40 ou 1m50 sur 80. C'est des grandes feuilles, etc., qui sont roulées, bien sûr, chez nous. Hein, ils ne sont pas sortis de partout, hein, pour conserver. Et après, les recherches des signes, ça va jusqu'à cette expérience au Mexique. Il marche sur un chemin en fin de séjour, il marche sur un chemin à fleur d'eau, comme ils appellent ça, on peut marcher dessus, et ils voient des structures de coraux. Ils ont utilisé des coraux pour faire le chemin. Donc, on ne le conseille pas aujourd'hui, hein, parce que les coraux sont en disparition, les espèces, mais c'est exactement ce qu'ils faisaient. Et donc après, à partir de là, il nous fait une calligraphie tout de suite comme ça. Et après, il va faire des morceaux de cette calligraphie. Ça va être la genèse d'un travail qui va durer pendant 3-4 ans, voire 5 ans sur les coraux. Ça va vraiment l'inspirer d'une façon incroyable. Et on va voir la suite progressivement. Il s'est peut-être intéressé aux empreintes digitales. Pas plus que ça. J'ai les siennes, mais sinon pas plus que ça. J'ai les siennes, ouais. C'est plus complexe. Hein, mais exactement, c'est ça. Mais vous allez voir, si vous voyez les photos de Gavrinis, sur les pierres à Gavrinis, les belles pierres, vous avez exactement comme des empreintes digitales. Et je ne sais pas si j'ai la photo là, mais c'est quelque chose dans un de mes ateliers. Effectivement, les photos qu'on prend des vieilles pierres qui ont été sculptées, etc., comme des empreintes digitales, exactement. À Gavrinis, je ne sais pas si vous connaissez, voilà, et ça, c'est... Vous restez devant les pierres, et lui, voilà, c'est un choc émotionnel qui lui procure, et ça travaille autre part, mais c'est ça, c'est la même chose. Hein. Et là, effectivement, donc avec des bouts de calligraphie ou des bouts de coraux, etc., voilà ce qu'on peut faire. Hein. L'invasion du vide, je mets de la couleur, je ne mets pas de couleur, mais avec quelques signes, et vous avez un travail là, de 60 sur 80, hein, voilà, et sur du papier craft tout simplement. Donc on a plein d'œuvres aussi sur papier craft. Donc des choses comme ça. Voilà les coraux. Tout en rouge, 1m80 sur 1 mètre, corail rouge, tout en rouge. Et j'essaye de voir ce que ça donne. Et le corail rouge existe, hein. J'en ai des bouts de corail rouge à la maison, hein, depuis 50 ans. Hein. Mais voilà, plus épais, moins épais, ça change tout. La vision, ça change tout. Un peu conique, pas conique. Voilà, juste un monochrome, rouge, tout simplement sur une trace blanche. Des feuilles un peu fripées, etc. C'est volontaire, etc. Donc pas très facile à exposer. On les a exposés aussi à Paris à un moment donné. Donc grand format, structure en bois, donc derrière effectivement pour être exposé, pour que ça soit léger. C'est pas sur toile, on est bien d'accord. Ici pareil, c'est sur du papier craft, plusieurs couches de papier craft, et voilà les récifs coralliens, ce que ça donnait dans son esprit à la fin. Donc il y a l'idée du corail effectivement, il y a les signes des coraux, et après il a mis en page avec de la couleur sur des grands formats, et surtout, on voit là, il découpe son tableau. Donc la nature, ce sont des formes viscérales. Ce n'est pas un truc rectangulaire. Donc non seulement il y a le corail, ça bouge, il y a les signes, mais il y a aussi ce découpage du tableau qui va progressivement arriver dans pratiquement toutes ces séries dans les années 2000, effectivement. Donc on appelle cette série récif corallien, les grands formats, suspendus, qu'on a déjà exposé effectivement. Celle de gauche, Dis-moi. La structure jaune, elle semble pas inspirée du corail lui-même, ça a l'air d'être
à l'intérieur que le corail se s'immisce? Ouais, ben, on voit qu'il y a du corail partout, hein, il y a du corail partout. Et après, il y a toujours ce serpentin, les flux marins, les courants marins. Et comme, on dirait presque un serpent. Et ce signe, on le retrouve souvent dans son art aussi. C'est quelque chose de voilà, symbolique, mais vivant aussi. Et effectivement, il y a on en a 2 ou 3 comme ça, avec, voilà, comme s'il y avait une écriture derrière, un signe qui venait, ou un grand signe qu'il avait trouvé, etc. Mais voilà. Après, il met en jeu tous ces petits signes, il colorie, etc. Après, c'est l'imagination du tableau qui fait que ça évolue énormément. C'est plus la représentation du tout de ce que le petit bout de corail qu'on a vu, il a structuré. Mais ça s'appelle les récifs coralliens parce que c'est tout à fait inspiré du corail. Apesanteur, ben, là c'est la série qui est ici, donc on l'explique facilement quand on a les diapos et qu'on a compris. Hein. Donc c'est des boules de gui. Photo de boules de gui, ici c'est des peupliers avec des boules de gui. J'enlève les branches, je fais une calligraphie juste avec des boules et après je colorie les boules. Et donc on s'appelle apesanteur parce qu'on a l'impression que c'est des ballons de baudruche qui montent, etc. Mais voilà, juste une mise en page. On est passé 50 ans devant ces peupliers de Vivigny, ils sont au fond de notre sur le village, on arrive sur une colline et on les voit, et ils y sont encore, là on commence à les tailler un petit peu, mais on a les boules de gui et on a les photos qu'il a prises, etc. Et donc j'explique toujours comme ça, voilà, la création c'est ça. Un jour vous avez cette idée-là, une photo de boule de gui dans un arbre qui est complètement dénudé, qui peut être un pommier. Là, je vous ai mis un genre de pommier là-bas, mais là, c'est des peupliers, c'est exactement ça. Et celle-là, c'est la calligraphie qui a servi à faire cette image. Donc, je mets en couleur complètement. Allez-y, allez-y. C'est qui reproduit. Oui, oui. Là, c'est pour ça que je sais que c'est ça. Je suis sûr que c'est ce tableau-là. Il y en a d'autres. Si je ne trouve pas la diapo, je dis tiens, mais je sais comment il s'est inspiré. Je savais qu'il s'était inspiré comme ça, mais moi, je peux prouver parce que j'ai cette diapo, effectivement. Et quand je fais ici, j'en ai mis 2, hein, mais dans mon appartement, j'ai fait cette série-là il y a 2 ans. Et j'ai, bien sûr, les études et après le tableau à côté. De la nature, on ne dirait pas hein, au début, hein. Mais je l'ai expliqué aussi sur les trucs. Hein. Et là, pareil, voilà, un tronc d'arbre, un pylône télégraphique, tout simplement. Et donc, quel signe vous trouvez sur ces pylônes? Et la recherche de signes a fait partie intégrante de sa culture. Là, c'est sur du bois mort, bien sûr, hein, mais ça peut être des planches de bois découpées, les nœuds du bois dans certains parquets anciens, etc. Donc, n'importe quel signe fait que je vais me faire un langage de signes, un langage végétal. Et là, en fait, il l'installe sur un lepolero. C'est un petit carnet qu'on déplie au Japon et en Chine, comme ça, etc., pour garder la trace. Et ces signes-là, il va les mettre ensuite dans des tableaux. Là, c'est vraiment, il s'est construit un alphabet de l'arbre, tout simplement. Et il y a eu d'autres alphabets, hein, mais celui-là, c'est vraiment de l'arbre. L'alphabet des coraux, c'est pareil. Hein. Voilà, un langage du silence, il avait appelé ça. Mais voilà. Et les signes du cœur de l'arbre, c'était des choses très importantes. Et voilà, si vous avez vu ma vidéo, vous savez que l'arbre, c'est important pour Paul Tenez et pour moi, le vivant, c'est important. Ici, voilà, la nuit de l'arbre, bah, c'est celui que vous avez ici. Je ne vous ai peut-être pas mis la structure. Voilà. Alors, c'est la même chose que ça, mais des fois, il n'y en a qu'un. Ouais, là, c'est un tableau. Hein, et donc là, vous avez le signe. Et qu'est-ce que c'est devenu dans l'esprit de l'artiste? Il a trouvé ce signe, et après, je vais le mettre en... Et là, bien sûr, on a l'impression, si je l'interprète, mais on n'aime pas interpréter ce qu'il fait. Lui, j'aime bien quand il dit ce qu'il faisait, mais là, c'est effectivement les lignes de l'arbre. Quand il m'en parle, c'est les lignes de l'arbre, puisque c'est les lignes de vie qui sont mises autour du signe. Mais voilà, l'arbre, il n'est pas comme ça. C'est les cernes de l'arbre qui existent, etc. Mais voilà, c'est une question de lignes circulaires sans arrêt dans l'arbre. On repère les époques, on repère le climat, on repère tout dans l'arbre. Hein, voilà. Et donc, vous taillez un arbre, vous savez exactement l'âge qu'il a, etc. Et là, on voit exactement comment il a mis en jeu juste une petite structure. Est-ce que je le fais noir-blanc, effectivement? Est-ce que je le fais sur du noir ou pas? Et là, il les a fait sur du noir. Il a mis 3 signes côte à côte et il a organisé son tableau comme ça. Et des fois, il y a 16 signes côte à côte. Là, il y en a 3, mais des fois, il y en a encore plus. Mais avec un signe, ça donne ça. Donc comme ça explique bien. Voilà, là, j'ai mis les tableaux qui étaient ici. Est-ce que je l'ai mis à l'envers, ce jus-là? Non, je ne pense pas que je l'ai mis à l'envers. Il y en a plus de qui sont dans le sens vertical, mais c'est comme ça. Et là, ouais, il y a les lignes, il y a 3 signes tout simplement. Et on a d'une idée à la création d'une œuvre, j'ai appelé ça, tout simplement. Après, les cadres déstructurés, j'en ai parlé. Donc là, il a sa série de vie, comme je dis, il a passé 5 ans sur cette série. Donc là, c'est des planches découpées, hein, à la scie sauteuse, hein, l'épaisseur, voilà,
8 ou 10 mm, hein, je ne dirais pas plus. Après, dessus, c'est des galets aussi découpés et poncés. C'est des galets, hein, c'est vraiment une histoire de galets. Et après, donc, ils sont fixés. Et après, il a bien sûr animé, je dirais, sa toile, si on peut appeler ça une toile. Et dans son esprit, et c'est pas que dans son esprit, c'était une continuité, c'était plus une série de tableaux, c'est vraiment une continuité, ils ont un ordre, etc., pour être exposés d'une certaine façon, etc. Et pour lui, il y a une communication entre les tableaux, puisque c'est des choses vivantes. Si vous mettez des cadres complètement verticaux, rectangulaires, vous n'avez pas de communication entre ces tableaux. Et là, c'est les formes viscérales qui font qu'il y a de la vie. Et là, bien sûr, il y a de la vie dans le tableau parce qu'on voit presque un pan. Hein, je sais pas, ça peut vous rappeler les signes d'un pan, etc. ou pas. Hein, je ne sais pas du tout si c'était ça le truc. Des signes tout simplement qu'il a trouvé sur l'eau, etc. Mais il y a ce mouvement et il y a cette suite de tableaux qui va apparaître. Et on explique beaucoup ces choses-là, mais nous, il nous expliquait sans arrêt que c'est vraiment le vide entre les tableaux qui fait toute la création en fait. S'il n'y a que le tableau, non, s'il y a plusieurs tableaux et le fait qu'il y ait de l'espace entre les tableaux, c'est ce qui va mettre en valeur vraiment la série de tableaux. Et ça, c'est très comme quand les gens font un triptyque ou etc. Mais là, au-delà du triptyque, il y a de la communication parce que c'est pas rectangulaire. Et là, son esprit libre, il est là. C'est-à-dire que lui, une toile, ça vous emprisonne. Faire un truc, ça vous emprisonne dans les dimensions humaines, etc., de verticalité, de vide, de tout ce qui est droit, etc. Lui, il faut que ça soit courbe, parce que la nature, c'est viscéral et les formes sont courbes dans la nature. Toutes les formes sont courbes. C'est rare on a quelques cristaux un peu bizarres, mais sinon, on a beaucoup de formes qui sont à votre rivière, vous pouvez aller voir, hein, aux arbres, tout est courbe. Et donc voilà, dans son esprit, c'est exactement ça. Et il va beaucoup déstructurer les cadres à la fin de sa vie, je dirais. Il ne fera pas que ça, mais pas mal. Et ben voilà, hein, je pense que si j'ai pas fait d'erreur, je sais pas si, non, j'ai coupé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà, on était là. Ici, effectivement, lui, il ne se considérait pas comme un artiste, hein, lui, parce qu'il n'a jamais voulu exposer, etc. Donc, bizarrement, hein, il disait, oh, ça sera connu un jour. Voilà, c'était à peu près pas plus que ça. Photographe, c'est sûr, il a photographié des tonnes de trucs. Les gens regardaient même ce qu'il était en train de photographier. C'était tellement ahurissant ce qu'il pouvait photographier. Des traces de goudron rafistolées sur la route. Voilà, ça pouvait l'intéresser parce que la trace était comme ça. Et c'était une trace d'eau qui s'évapore, de gouttelettes n'importe où, qui vous met une mise en page. C'était exactement ça. Un très grand amoureux de la nature, un bricoleur c'est sûr, hein, il a réparé plein de meubles toute sa vie, il a bricolé toute sa maison, il a construit une maison complète, voilà, donc il a mis 10 ans à construire la ferme, donc c'était quelque chose de très important pour lui. Pour lui, il faisait de la recherche picturale, voilà comment il se définissait tout simplement. Peinture primordiale, je suis relié à des signes que d'autres ont fait dans d'autres civilisations, que ce soit les aborigènes, les mayas, etc. Donc vraiment relié même aux gens qui peignaient dans les grottes. Ça pour lui, on était très proches en civilisation en fait, ou en génération de ces gens effectivement qui peignaient dans les grottes. Pour lui, ça me semblait très important. Donc il dit oui, je fais de la création. Ça, il était sûr. Hein. Il ne savait pas si c'était bon, mais il était sûr qu'il essayait de créer des choses. Et ça, c'était important. Il a fait 70 ans de création. Des peintures, des sculptures, il a écrit de nouvelles manuscrits, il a écrit beaucoup et c'est ce qui nous intéresse de mettre en œuvre cette année. Il pense qu'il fait, lui son mot, c'était peinture primordiale. Si j'ai un artiste où il s'est inspiré le plus, hein, vous verrez, il a écrit sur une vingtaine d'artistes qui l'ont vraiment captivé pour X raisons. Il n'écrit pas comme les autres sur les artistes, hein, non. Mais Paul Klee, il a étudié pendant un an Paul Klee en 1955, toute l'œuvre de Paul Klee, parce que Paul Klee a créé 8000 œuvres quand même, hein, mais pratiquement que des œuvres de grande qualité. Et il a cherché sans arrêt des choses complètement nouvelles, Paul Klee. A travaillé avec la main gauche, la main droite, des trucs assez extraordinaires. Et donc il a vraiment étudié, il s'est demandé comment un créateur pouvait créer. Et donc c'est la question qui s'est posée dans les années 50. Comment ils avaient fait, quoi. Et donc il s'est intéressé vraiment à ces créateurs, pas ceux qui avaient suivi, non, ceux qui étaient les premiers. Et ça c'est sûr, il fallait être le premier et voir ce qu'avaient fait les vrais créateurs. Et donc quelques œuvres abstraites effectivement, mais d'autres choses. Hein. Il a visité les grottes pour voir comment ils avaient fait. Voilà. Et c'est exactement le livre qui lui a servi à faire le voyage. Des signes universaux, il parlait de langage universel. Ça, c'est ces tableaux de sable des années 50. Hein. On a ces petits signes qu'il a peut-être imaginés dans les grottes ou vus dans les grottes, ou je ne sais pas, qu'il a agencé un petit peu différemment. Mais voilà, très proche des Mayas, très proche des aborigènes. Il a été voir ce qu'ils faisaient effectivement. Et on retrouve une culture comme ça.
Il fait de l'abstrait, ça c'est sûr, il y en a partout. Et l'abstrait dans la nature, il y en a partout, on est sûr, hein, il y a des vides, des pleins, où vous avez juste à photographier des bambous, j'en ai mis quelques-uns, les vides des bambous, voilà, ça inspire toute l'art japonais, hein. C'est les vides entre les bambous qui inspirent la chose. C'est l'antre, entre la selle et le cheval, le cheval et le cavalier, c'est ça c'est l'antre qu'on essaye de donner la vie à ça, etc. Et dans la forêt, sur les ondes de l'eau, voilà, là on voit juste des ondes d'eau, tout simplement. On a des photos exactement comme ça de l'eau, des reflets de l'eau ou des ondes d'eau. On a exactement ces signes-là qu'il a remis dans sa série mythique de 96 à 2000. Voilà. On a fait les 100 ans de Paul. Je vous ai laissé ce qui était sur le végétal, parce qu'on a fait 10 expositions cette année. Voilà. Donc une exposition complète sur les écorces, bien sûr. Là, c'est une exposition qui continue, si je me rappelle bien, voilà, jusqu'en décembre. Vous êtes à Hermonville, entre Reims et Paris, en fait. Hein. Là, c'est le flux végétal et effectivement les couleurs que vous avez vues tout à l'heure, issues du végétal aussi. Et là, c'est l'exposition qui est ici sur le végétal. Il y a d'autres expositions en ce moment à Paris. Vous avez cette exposition qui est extraordinaire parce qu'ils nous ont mis dans un lieu qui s'appelle Duvivier Canapé, qui est un lieu, ça fait 150 ans connu, mais ils ont mis en scène les tableaux dans un milieu de canapés, de luminaires extraordinaires, etc. Donc il y a 11 tableaux de Paul Tenez et il y en a 20 autres de la galerie Arnoux, et donc à visiter, à voir, hein, en plein rue, juste à côté de la rue Seine. Vous êtes rue Mazarine, c'est ça, 37 rue de Mazarine, ou 27, parce que je me suis trompé. Et là, c'est ce qu'on fait en ce moment chez nous. Là, il y avait une premier vernissage, effectivement, pointilliste, du point au fourmillement de points. Donc voilà ce qu'on fait en ce moment. On peut visiter l'atelier, bien sûr, on peut faire des choses comme ça. Merci de votre attention. Et je suis toujours en chemise blanche quand je présente. Une photographe est venue nous faire quelques photos. Voilà. Merci. Et bien sûr, je peux répondre aux questions. Il y a eu quelques notes de prise, donc je peux répondre aux questions. Et c'est très bien, je prends toujours des notes. Et mon papa a des carnets de notes complets. Voilà, on a des tonnes de carnets, ce qui est logique. Ça permet d'entretenir, de modifier, de revoir. Et je suis capable, comme je dis, de reprendre les mêmes photos, moi. Je ne me rappelle plus que j'ai pris ces photos-là, je reprends les mêmes des fois. Et donc après, je sais, je dis oui, j'ai déjà pris ça. Il a l'esprit du collectionneur, quand même. Hein. Alors non, il a l'esprit, et c'est pas du tout collectionneur, c'est quelqu'un qui ne jetait rien. Il a vécu pendant la guerre, on ne jetait rien à cette époque-là. Les bouts de métal, les bouts de plastique, il y avait plein de bouts de plastique qui changeaient, le métal qui se désagrégeait. J'ai des tableaux avec du métal dedans, parce que l'œuvre avec le métal, elle change progressivement. Elle a une vie, cette œuvre. Et donc si ça s'oxyde plus ou moins, etc. Donc ça l'intéressait aussi. C'est des matériaux de création. Exactement. Et donc, même du métal, d'un bout de métal, voilà, avec de la corde, etc. J'ai plein de trucs en corde, etc. Et donc, il y a des. Voilà, il ne jetait rien. Et donc, tout pouvait servir un jour. Et dans cet esprit-là, c'était ça. Je répare des meubles, le petit truc va me servir, etc. Réparer les charnières, etc. On ne jetait rien. Et ça, c'est vraiment une culture. Et sa mère était pareille, etc. Et c'est les gens qui ont souffert de la faim, qui ont vécu à la campagne. Les gens ne jetaient rien. Son grand-père, il nous explique, hein, mon grand-père, il allait le voir et ça l'a vraiment inspiré dans la nature, etc. En Dordogne, il passait tous les étés. Il disait que c'était lumineux. La Bourgogne, c'était sombre. C'était à la Roche-Migène, c'était brouillageux, brouillard, les locomotives, etc. Et il allait toujours dans cet espace avec son grand-père. Et quand il arrivait, il regardait les objets qu'avait construits son grand-père. Parce que son grand-père construisait tout. Avec du bois, avec ce qu'il avait sous les mains, avec 5 outils. Et il disait, voilà, le pressoir, le machin. Donc ils faisaient tout, les gens. Et ils jetaient rien. S'il y avait un bout de métal, on le gardait parce que c'était très important. Et donc il avait gardé ce truc et on en a débarrassé un petit peu. Il y en a encore pas mal dans la. Mais voilà. Mais c'est ça. Mais glaner, c'est exactement ça l'esprit. Mais on chopait les cerises, on chopait tout ça quand on était à la campagne, hein, les pommes, etc. Les trucs de maïs, quand ils étaient déjà passés, on allait chercher les trucs de maïs, etc. Donc c'est notre vie à la campagne. Et lui, voilà, toutes les graines différentes, il ramassait. J'étais pas là au début de la conférence, donc j'espère que ça fait pas doublon, que ma question fait pas doublon. Comment est-ce qu'il s'est offert à cette expérience, dans le sens où de ce qu'on en perçoit, il s'y est investi énormément. Là, justement, on parle aussi de ce rapport à la peur du manque, et on sait qu'il y a beaucoup
dans le fait de s'offrir énormément de temps dans la création. Moi je sais que j'ai ça de par mes parents, parce que mes parents ont toujours passé énormément de temps sur leur œuvre, donc pour moi ça a toujours été évident. Mais là, de ce que tu as l'air de décrire, comment il a pu s'offrir ça? Comment il a pu s'offrir à cette création-là? Est-ce que tu as pu ressentir ça Ah oui, non, mais c'était inscrit en lui. Quand il a rencontré ma maman, ils avaient 13 ans d'écart. Donc lui, il n'avait pas de métier fixe. C'est-à-dire, il gagnait sa vie en jouant aux cartes, en buvant, etc. Il venait de Paris, il avait passé 5 ans à Paris, il avait vu, et il savait qu'il allait créer. Il ne savait pas quoi, comment, etc., c'est sûr. Et il rencontre ma maman qui est très jeune, et elle a 20 ans à l'époque c'est 20 ans et non la majorité. Ça se passe super mal avec les beaux-parents, il ne les a jamais rencontrés du coup. Il se marie, il joue juste après ses 21 ans, comme s'il avait séquestré, etc. Donc il a accusé de tous les maux à l'époque. Mon père, il était déjà sans cheveux, mon père, il faut le savoir, à 33 ans, donc quelqu'un dans un village qui n'a pas de cheveux à l'époque, qui se rase exprès, qui se baigne dans le canal, qui casse la glace du canal pour se baigner, qui se baigne en short. C'était l'esprit naturisme, hein, donc il y a tout un courant naturiste dans les années 20-30 où on prend le soleil, on prend l'air, etc. Et donc, oui, ça choque, hein, vous avez peut-être sûrement 1 ou 2 personnages comme ça dans le village, il y a 40 ans ici, de la même façon. Hein. Donc là, vous avez un vrai personnage, accusé de traite des blanches, etc. On est jusque-là. Et donc lui, il rencontre ma maman, et il se dit, faut que je trouve un métier fixe déjà. Donc il a fait fleuriste pendant une dizaine d'années. En enterrant des gens, il s'est dit non, c'est pas ce qu'il faut, parce que les gens je fais des fleurs pour des gens que je connais bien et c'est des vieux du village, ça l'a dérangé. Il a fait brocanteur, il avait une culture des civilisations extraordinaire, il avait toujours lu beaucoup, et donc il s'est donné de quoi vivre et même de gagner très bien sa vie à une époque. Et après, il savait qu'il y avait ma maman, et ma maman était convaincue qu'il créerait, et c'était décidé qu'il arrêterait de bonne heure de travailler et qu'il aurait du temps pour créer. Et lui, c'était jusqu'à... J'ai une photo, il est 3 jours avant sa mort, il est en train de dessiner le ciel, quoi. Il a créé toute sa vie, jusqu'au bout. Et il s'est donné les moyens parce que c'était viscéral, c'est comme un écrivain qui va écrire sans même peut-être, comme je dis, publier, ce que ça ressemble à quelqu'un qui aurait fait 15 romans, qui n'aurait pas publié, qui aurait continué à faire des romans sans arrêt. Donc voilà, tu as envie de peindre toute ta vie ou d'écrire toute ta vie, même si c'était pas connu, etc. C'est exactement ça que j'ai ressenti toute ma vie. Et fier de me montrer, il me montrait sans arrêt, etc. Il ne montrait à personne, l'atelier était très secret, très silencieux. Voilà. Et les gens sont très surpris, j'ai fait une conférence, et les gens le connaissaient. Ils me disent, on ne savait même pas qu'il peignait, quoi. Voilà, donc, alors qu'en plus qu'il faisait tout ça, c'était pas possible, quoi. Mais voilà, c'est quelqu'un de très particulier, comme je dis, là j'ai fait une conférence sur le vivant, j'ai fait la conférence il y a un mois sur un uluberlu totalement atypique, voilà, quelqu'un totalement atypique, complètement décalage, voilà, pas de carte bleue, pas de trucs comme ça, non mais impensable, pas de téléphone. non, c'était comment, voilà. Et par contre, je vais me promener dans la nature tous les dimanches, je prends mon temps, voilà, je sais ce que je vais faire, je fais du yoga tous les matins, je respire, je vais faire des stages de yoga, je donne des cours de yoga, voilà. Et j'ai un grand jardin, et je m'occupe de mon jardin, 1 hectare. Quand est-ce que je coupe l'herbe? Quand est-ce que je taille le bois? Quand est-ce que je plante? Voilà, c'est toute une vie, de s'occuper d'un jardin d'1 hectare. Je m'en occupe en ayant tous les 15 jours. C'est un truc extraordinaire, mais aussi fatigant. Mais bon, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Moi, ça me ressource complètement. Si je suis dans mon jardin, je suis en train de faire 10 000 choses à la fois, et c'est extraordinaire d'être dans un jardin et de l'entretenir, d'avoir une propriété, avec un ruisseau, à dévaser, à enlever des trucs du ruisseau, etc. Vous êtes sans arrêt en train de faire des choses, de replanter, de niveler des choses, faire des buts, planter des nouveaux arbres, etc. N'importe. Okay. Mais lui, il s'est donné... Ouais, il n'y avait pas d'autre solution. Je veux dire, quand tu as 50 ans, j'ai plein d'écrits dans cette époque-là où il y a des questionnements. Qu'est-ce que je vais créer? C'est exactement ça qui se pose. Il y a des nouvelles où on sent qu'il cherche, et il le dit lui-même dans ses écrits. Il a écrit un manuscrit en 98, où c'est la période entre 50 et 60, où il cherche. Et là, il va faire des tableaux, petit format, qu'on n'a pas ici, effectivement, que je n'ai pas montré, qui s'appelle Contraste, vous les avez, dans le petit album qu'on a fait, c'est chronologique, donc vous verrez, il y a une série, c'est des ficelles blanches, et Contraste, des petits formats, et après, entre 70 et 80, il fait que des études. J'ai pratiquement aucun tableau. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il se repositionne, il se re-questionne, qu'est-ce que je vais créer vraiment comme art, etc. Parce qu'il a moins de moyens, il a moins de temps, mais ouais, il écrit sans arrêt, et il parle de cette source créative. Comment entretenir cette source créative? Ne pas être contaminé par la civilisation. Comment ne pas être contaminé par la civilisation? Les 6 heures d'écran par jour, etc. Effectivement. Donc se décontaminer, c'était l'essentiel pour lui. Et pour garder de l'imagination, il parlait de flux créatif. Il
faut qu'il y ait un moment, il soit dans la nature, qu'il prenne un crayon, qu'il prenne des notes, voilà. Et d'un seul coup, paf, l'idée va jaillir. Et l'idée, c'est extraordinaire, parce que l'idée, elle jaillit toujours en voiture, à 70 heures. C'était un écran, sa voiture. Mon copain, il me dit, mais toi, on voit que c'est un écran. Moi, quand je conduis, il me dit, je suis comme ça. Moi, je vois tout ce qui se passe quand je conduis, parce que je conduis moins vite, et mon père conduisait encore moins vite. Et voilà, à la campagne, il se promenait le dimanche avec sa voiture, mais tout doucement, il regardait tout ce qui se passait. C'est un écran extraordinaire, mais c'est son écran, c'est pas l'écran de télévision. Et donc, le flux créatif, il l'a entretenu vraiment, en construisant des choses, en manipulant des choses, mais ça peut être avec des cas plats tous les jours. Je ne sais pas si vous êtes architecte ou pas. Vous allez manipuler les choses, et effectivement, les peintures. Ma fille, elle dessine tous les jours. Ma fille, elle dessine. Mes autres filles, non, j'ai des grandes filles aussi. Hein. J'ai eu plusieurs vies, pareil. De multiples vies. Mais j'ai une petite fille de 6 ans, elle dessine tous les jours. J'ai des tonnes de dessins, des tonnes de trucs. Et dans l'atelier de son grand-père, sur le site, vous le voyez, elle est en train de jouer avec les cubes qui sont des nuanciers de son père, des cubes en bois qui sont des nuanciers de son père. Voilà, son grand-père, pardon, qui sont des nuanciers de son grand-père. Est-ce que tu penses que... Enfin, j'ai l'impression que oui, quelque part, mais... est-ce que tu penses que Paul avait un peu l'idée que toutes ces recherches, que lui n'a pas forcément voulu, enfin il n'a pas eu forcément cette volonté de les exposer, de les vendre, etc. Et moi ça me donne l'idée justement d'un créateur de langage, un peu comme tu parlais aussi de l'aborigène, etc. Et qui délivre un langage pour aussi inspirer d'autres créateurs par la suite. Il savait qu'il allait laisser une trace. Après, les tableaux ne seront pas connus ou connus, mais il savait qu'en faisant des tableaux, vous laissez une trace. J'ai écrit 4 bouquins, je laisse une trace aux chercheurs de ce domaine-là. Ils seront lus par pas grand-chose, on ne sait pas. Mais là, c'est pareil. Il sait qu'en produisant les tableaux, vous laissez une trace, puisque le tableau, il reste, hein, bien après vous, etc. Ou pas, hein, ils sont détruits, ils peuvent disparaître. Mais il savait qu'il laisserait une trace. Ça, c'est évident dans son esprit. La série qu'il a fait entre 1996 et 2000, c'est une œuvre de vie, c'est à donner à un musée. Voilà, ce qu'il nous avait dit, c'est voilà, ça c'est pour un musée. Ça ne se sépare pas, parce que les tableaux ne se séparent pas, donc on ne les vend pas et on les donne. Voilà. Ou on les donne, ou le musée les achète, mais bon, on n'en est pas là. Donc on les donne. C'est très bien, s'il les donne et les expose, ça me va très bien. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, parce que votre mère a été encouragée en fait toute sa vie, à respecter et à encourager Tout à fait. sa création, mais est-ce que c'était la seule ou il y avait d'autres personnes qui l'entouraient, qui encourageaient aussi? Non. Il était seul. Aucune autre peintre, aucun groupe de peintres, il n'a jamais voulu exposer. Non, non. Il y a une femme qui l'a fait exposer à Joigny une fois parce que c'était une copine, etc. Mais non, non. On a une seule vidéo de lui de 3 minutes sur FR3 Bourgogne qui est extraordinaire, qui est d'ailleurs sur le site, hein, où il parle de ses tableaux dans une exposition dans les années 80 à Joigny, Saint-Jean-de-Joigny, c'est un petit village qui monte comme ça, et c'est en haut. Mais sinon, non, il n'a jamais voulu exposer, en parler, etc. On a très très peu de choses, effectivement. Et il n'y a personne. Et ma sœur s'y intéresse pas du tout. Donc ta question elle est peut-être là aussi. Est-ce qu'il savait que j'allais m'en occuper? Oui. Ah oui. Et ma sœur, non. Vous avez été passionné assez vite, assez jeune. Bah, moi, c'est pas mon métier. Moi, j'ai fait un autre métier. J'ai ma vie. Moi, j'ai fait exactement ce que je voulais dans ma vie grâce à lui. C'est ce que j'ai toujours dit, grâce à mes parents. Et voilà, j'ai un point commun avec mon père, les champignons et surtout le yoga, ça c'est sûr. On a fait beaucoup de sport aussi, mais je n'ai pas du tout la fibre artistique ou pour faire du soutenaise, comme je dis, c'est pas la peine. Et donc les gens, c'est la première question qu'on me pose toujours. Est-ce que vous payez? Mais surtout pas, quoi. Surtout pas. Alors je peux faire n'importe quoi. Je peux faire des points, je peux faire prendre un pinceau, faire des trucs. Voilà, j'ai des petits trucs. Vous êtes passionné par ce travail. Ah bah, de toute façon, je suis passionné, je sais tout ce qu'il a fait, comment il l'a fait. Oui, je suis très passionné, je peux en parler facilement de toutes les époques, toutes les séries, etc. C'est rare qu'on me colle un truc que je ne sais pas, ou voilà. Après il y a des mystères hein, dans sa création, ou même dans sa vie. Hein. Entre 21 et, voilà, entre 25 et 33, j'ai du mal à savoir exactement ce qu'il a fait, et il ne me l'a pas dit. Hein. Des voyages en Hollande, chez un machin. Mais voilà, de peu travailler pour un patron, ça c'était sûr. Et des copains, voilà, j'en ai rencontré. Et pareil, quand vous vivez longtemps, si c'est une expérience que je vous souhaite pas, enfin, ou je vous souhaite, je sais pas. Lui, il a vécu jusqu'à 91 ans, et ses copains sont morts bien avant lui, quoi.
Et donc, les amis qu'il avait vraiment, qui ne partageaient pas de la peinture du tout, hein, mais des amis menuisiers, des amis maçons, des amis avec qui il faisait des choses incroyables, un chirurgien aussi qui avait une grande propriété. Voilà, les amis avec qui il communiquait le plus, c'est quelqu'un qui parlait énormément, donc voilà, qui jouait aux cartes le soir, voilà, qui allait jouer dans un bar pour se ressourcer après son travail de brocante. Il jouait énormément aux cartes avec des copains pendant des années. Voilà, c'était vraiment très important pour lui. Je ressens un peu ce travail comme une tentative de partir de la matière pour écrire un langage de l'invisible, un peu comme une écriture, comme une tentative de déchiffrer l'invisible, un peu. Je ressens ça un peu comme ça. Et ça m'évoque aussi un peu la sématique, le travail de la sématique, où on cherche le lien entre la matière et le son, et la vibration qui va amener une forme d'écriture. Et ça m'évoque tout à fait On trouve pas mal de signes de musique dans certaines œuvres abstraites, effectivement. Je vois très bien de qui vous voulez parler, des œuvres qu'il a aussi inspirées. Mais non, lui, alors la musique, pas du tout, mais les signes, effectivement. Et je pense que c'est les signes qui parlaient le plus possible à sa sensibilité. C'est même pas dire je vais inventer un truc du silence, etc. Je vais vraiment être en accord avec ces signes et comment je vais les agencer dans mon tableau, avec quelle couleur. Et si je vous donne un exemple de tableau, vous verrez que j'ai des épreuves sur les carnets d'études. J'ai 7 ou 8 ébauches et le tableau il est pratiquement fini et on voit qu'il a changé un peu la teinte de chaque couleur, où il a changé la grosseur de certaines lignes. Donc, il y a d'autres peintres qui disaient ça. Hein. Vous rajoutez une couche de couleur ou une tache de couleur, il faut changer tout le tableau. Mais c'est exactement ça. Et lui, cette sensibilité, ça durait une fois qu'il avait mis en page, etc., des tableaux, qu'il avait envoyé les séries, parce qu'il travaillait par série. Et le tableau n'a pas de sens. Un seul tableau n'a pas de sens dans sa création. Puisque le tableau, où c'est réussi, il y a des trucs qui font en 5 minutes, etc. Mais le tableau, vous pouvez le travailler longtemps, ça ne peut pas fonctionner. Mais si vous travaillez plusieurs tableaux, ça enrichit le tableau d'avant. Ça enrichit, parce que vous allez avoir des corrélations entre les tableaux et des choses qui vont se mettre en place. Et donc, il revient à la série. Il fait 30 tableaux, il fait le fond des tableaux, par exemple, étoile. Il fait une première ébauche des tableaux, comment ça va se passer. Et il revient au premier tableau. Et il fait toujours comme ça. Et là, je laisse comme ça, je passe au suivant. Et donc, je travaille 6 mois, 8 mois sur les séries. C'est vraiment sa stratégie. Un tableau, ça peut prendre de l'ajuster exactement. Et des fois, je ne suis pas d'accord, je le laisse dans l'atelier. Et après, ça, c'était quand même, je pense, une de ses grosses qualités, finir les séries. Moi, je trouve que c'est comme finir un bouquin. Je ne sais pas s'ils vont essayer de finir un bouquin ici. Il faut aller jusqu'au bout, quoi. Et là, c'est pareil. Je vais au bout de ma série. Et après, je m'arrête, je fais autre chose, je me ressource. Et je fais une autre série. Et toutes les séries sont terminées, sauf la dernière, qui est en cours, normal, quoi, parce qu'il n'a pas eu le temps de finir la dernière série. Mais sinon, les séries sont terminées. Et ça, c'est fort, je trouve. Parce que... Tu dis que pas du tout au niveau de la musique. Oui, alors il est comme moi, hein. On n'a pas d'oreille, on ne sait pas reconnaître le do du ré. Moi, je suis handicapé, comme je dis à mes étudiants, on est tous handicapés, mais moi, c'est les oreilles. Je suis incapable. Hein. En fait, j'en sens vibratoirement, c'est très fort. Ah, c'est pas pareil. Donc là, c'est les sons intérieurs. Voilà. Donc là... Et en fait, moi, je voulais pas parler de musique, je voulais Ah ouais. parler de son, en fait. Ah oui, non, mais alors là... Pourquoi j'ai parlé de musique ? Voilà, si tu me parles de méditation, etc., c'est vraiment quand on travaille en silence, on médite sur ces tableaux, quoi. Mais c'est pas quelque chose que je mets très souvent en avant. Mais il y a toutes des séries de tableaux où c'est des vraies méditations et tu es devant, tu peux le mettre dans ton salon, tu verras jamais le même tableau. Il y a tellement de travail sur le tableau, etc., sur la matière ou sur les formes, que le flux de lumière, par exemple, j'en ai un sous mes yeux, je vois jamais la même chose. Parce que tous les jours, je suis content d'être avec ce tableau, bon, même si je le change au bout d'un an, etc. Et donc, effectivement... Il y a du son, il y a un langage. Oui, mais c'est normal, ça dépend si vous êtes, si vous êtes très sensible d'un sens, d'un des 5 sens, effectivement. Mais nous, j'ai une culture orientale, c'est-à-dire qu'on a les 5 sens, il y a le mana qui englobe tous les sens, donc vous goûtez un vin, non seulement vous le goûtez, vous le voyez, vous entendez les bulles de champagne, il y a une texture, il y a une couleur, et après, il y a 5 sens intérieurs. Donc, dans la philosophie orientale, c'est comme ça. On a 11 sens. Et lui, effectivement, en faisant du yoga tous les jours, etc., il a développé une sensibilité exceptionnelle de la connaissance intérieure de son corps et des sensations qu'il ressentait. Et donc là, c'est ça qui transparaît dans son œuvre. C'est une œuvre méditative où il a travaillé énormément sur des carnets d'études, sur des choses qui sont
Mais il n'est pas parti de rien, ou il n'est pas parti d'images extra-lucides d'un seul coup du cerveau. Non, c'est parce qu'il a travaillé énormément sur la nature, les cours d'eau, la végétation, le champ, voilà, n'importe quoi. Un truc qui pousse, vous regardez comment ça pousse tous les jours, le bourgeon qui pousse. Voilà, si vous le regardez tous les jours, c'est pas la même chose. Si un bambou, vous le regardez pousser tous les jours, vous allez être estomaqué, quoi. Je veux dire, au bout d'un mois, il est complètement haut, mais avant, comment ça s'est passé? Quand est-ce que les feuilles s'ouvrent, etc. Voilà, c'est une œuvre complète, quoi. Une œuvre de création extraordinaire que personne ne peut imaginer. C'est l'imagination infinie de la nature. Mais vous pouvez prendre tous les cristaux. Hein. Il n'a pas travaillé sur les cristaux, mais l'ensemble des cristaux de la planète, pour rester, voilà, l'ensemble, je ne sais pas, des flocons de neige qui existent ou des lacs de sel, etc. Vous reprenez des photos. Voilà, une imagination extraordinaire de formes, tout simplement, de couleurs, mais aussi de formes dans la nature qui sont à portée de main. Mais les nuages peuvent vous inspirer tout simplement. Hein. Il n'y a pas de... J'ai des photos de nuages, de stries de nuages qui ont inspiré des diapos, voilà, des nuages complètement, des cumulus, n'importe quoi. Je veux dire. Et ce qu'il a écrit, est-ce que c'est quelque chose de poétique? Est-ce que c'est Alors, quelque chose de... Deux périodes. Des nouvelles dans les années 50 qui ne sont pas extraordinaires, je trouve. Une qui est bien, je les ai tous relus, on les a tous retapés, etc. parce que c'était manuscrit. Et donc une qui est voilà, très intéressante. Je trouve les autres moins intéressantes, qui sont un peu, oui, poétiques, ce qu'ils pensaient, si je vis en pleine nature, etc. Voilà, des choses un peu bizarres. Sur une tombe, une fois 60 pages sur une tombe qui a été déplacée, etc. Pourquoi ils ont ouvert la tombe, il n'y avait personne dedans. Enfin, voilà, un truc un peu bizarre. Donc des choses un peu bizarres. Plein de trucs de science-fiction. Il y a trois choses qui l'inspirent beaucoup. La science-fiction, dans les années 60, il a lu tous les auteurs américains. Ça a été important. Toutes les civilisations, j'ai vu des bouquins sans arrêt sur L'Œil. Je ne sais pas si vous connaissez cette revue L'Œil. On a tous les numéros à la maison, voilà, donc tout ce qui peut se passer en art. Et après, à la fin de sa vie, c'était western. Les 15 dernières de sa vie, les grands espaces. Des trucs, on ne se pose pas de questions sur le film, c'est pas des trucs psychologiques, non, c'est western, et j'ai des grands espaces, et voilà, ça c'est ce qui lui vidait la tête le soir, il regardait des westerns, il regardait pas la télé la journée du tout, hein. Et voilà, il travaillait la journée avec la lumière du jour, et le soir, moi, s'il y avait des westerns à la maison, c'était western. Ma maman est policier maintenant, petite série que je ne regarde jamais, mais mon papa c'était western. Et donc ça a inspiré. C'était quoi la question originale? Non, je me demandais si... Ah oui, écriture. L'écriture. Je me posais vraiment la Alors, question du lien entre sa création et l'écriture. Alors l'écriture fondamentale, c'est-à-dire que quand il a lu Paul Klee, la seule chose qui l'intéressait, c'est ce que pensait le créateur de sa création, pas de ce que les critiques disaient. Pour lui, comme non, ça sert à rien, ils ne savent pas ce que tu as fait, ils ne savent pas. Et donc, je vais écrire toute ma vie sur comment je crée, parce que j'ai pris conscience de ça dans les années 50. En lisant Paul Klee, il explique comment il crée. Donc, je lis un bouquin d'art sur l'artiste qui a écrit le bouquin d'art. Et à la maison, j'ai tout. J'ai tous les bouquins de 50, 60, etc. Des gens qui ont écrit sur leur art, sur leur façon de créer. Et pas sur ce que les critiques d'art disent. Voilà, voilà. Comme si les réalisateurs, ils vous parlent de cinéma, ou c'est des critiques d'art qui parlent de cinéma. Voilà, c'est pas la même chose, quoi. On va lire plutôt, nous, les réalisateurs. Parce que, voilà. Ou le gars qui a fait les scénarios. Enfin voilà, c'est ce qui nous intéresse. Le critique d'art, il va avoir une interprétation de ce qu'il a vu avec d'autres films, etc. Là, c'est pas ça du tout. Comment il a fait pour créer? Je peux lui montrer le tableau des boules, hein. Il va me sortir ce qu'il veut, le critique d'art, mais il ne saura pas comment il a fait, hein. C'est pas possible. Hein. Et il ne pourra pas imaginer comment ça s'est lié voilà, avec la nature. On ne peut pas imaginer. Si on a juste l'œuvre terminale, si on n'a pas la création, les études qui mènent. Et j'ai fait j'ai pas mis ça, mais l'exposition qu'on a fait au musée de Saint-Florentin, je me suis évertué à faire une œuvre, une étude. Une étude, l'œuvre à côté, comme je fais ici. Tac. Et tout était comme ça dans le musée. N'importe quel tableau, j'avais l'œuvre, la création. Sinon, je ne l'exposais pas. Et donc là, on a vraiment l'étude. Et c'est ce qui montre le processus créatif. Si vous avez l'étude, vous savez, ah, tiens, c'est ça qui l'a inspiré, c'est la photo, c'est le truc comme ça. Donc, Christophe Keito, mais où? Comment? Il y avait une organisation ou oui, alors une organisation maintenant, tout est répertorié, parce que là, oui, mais vous, c'était ça effectivement, fonctionne déjà? oui, c'était répertorié par Excel, par date, etc., par feuille, etc., par tableau. On a un grand espace qui a été construit dans les années 90. On a une grande maison ferme, on a un grand garage, etc. Et au-dessus du garage, il y a tout un espace où il pouvait stocker ses séries, ses tableaux, etc.
Si c'est des rouleaux, ben, c'est stocké plus facilement. Des fois, j'ai retrouvé. Nous, on a encadré. Alors là, je ne sais pas si j'ai. Ben si, ça, c'est des encadrements qu'on fait nous. Voilà, l'exemple. Là, on voit bien qu'il a mis. C'est ces encadrements là-bas, vous verrez, avec les petites baguettes, etc. C'est ce qu'il faisait. Là, il n'y a pas d'encadrement, tac, c'est brut. Mais quand nous, on encadre, on essaye de mettre un caisson américain. Et c'est nous qui avons retrouvé le tableau ici et j'encadre. Mais lui, des fois, c'est juste la toile. Donc, des fois, on les a mis. Justement, les boules, là, que vous avez les boules. On l'a mis sur châssis et on l'a encadré. Donc vous avez juste dans l'atelier les toiles comme ça posées l'une sur l'autre et vous cherchez ce qui vous intéresse. Beaucoup de toiles, juste travailler sur toile, il n'y a même pas besoin de l'étendre. Hein. Quand c'est de l'acrylique, ça marche très bien. Hein. Juste la toile. Et il n'y a pas de châssis du tout. Et sinon, on remet le châssis. Oh, ça ne vaut pas une fortune. Hein. Bah, si, quand vous faites une exposition avec 15 toiles, ça fait tout de suite 1 000 €, hein, quoi qu'il arrive. Mais je veux dire, c'est pas, voilà, ça fait partie du jeu quand on fait une exposition. Ouais. On met en valeur. C'est un peu sympa quand on l'a avec un cadre américain, quoi. Mais c'était quoi le déclic qui lui a dit de passer de l'huile à l'aquarelle? Alors, l'acrylique, excusez-moi. Beaucoup plus facile. L'huile, il faut attendre que ça sèche, etc. C'est une technique complètement différente. Il y en a qui préfèrent bien l'huile et qui sont restés à l'huile, mais il y en a très peu des peintres qui sont restés à l'huile. Et l'huile, ça te permet, tu poses ton huile dessus, tu peins, tu dois attendre que ça sèche, etc. pour pouvoir repeindre. L'acrylique, en très peu de temps. J'ai pas tort, non? Si. Oui, ça dépend comment on travaille. On peut aussi travailler. Ah bah maintenant, il y a peut-être des huiles qui sont un peu plus évoluées qu'à l'époque. Oui, exactement, parce que effectivement les mélanges ont un peu changé, mais dans les années 60, lui c'était vraiment net et précis. C'était une facilité de travailler avec l'acrylique et tu retrouvais à peu près le même rendu. Donc effectivement, il a vraiment basculé. Bon, j'ai vu travailler avec de l'huile, j'ai toujours mes tubes d'huile, effectivement, j'ai tout. Et après j'ai des bidons d'acrylique, des bidons de couleur, plein dans l'atelier. Mais effectivement, c'est une bonne question. Et on a du mal à reconnaître, je te dis, je sais quand est-ce qu'il a basculé, mais voilà. Et il n'est jamais revenu à l'huile, par exemple. C'est vrai que au niveau du travail, on n'est pas entêté par les odeurs aussi. Exactement. Alors ça, j'ai un souvenir très particulier des odeurs de l'atelier. Ça, quand je monte dans l'atelier, il y avait plein d'odeurs, de colle, de brou de noix, de peinture, effectivement, de choses à diluer, de choses, etc. Et ça, j'ai tout un coffre encore, mais l'odeur était incroyable quand on montait dans l'atelier. Il y a toujours des peintures qu'on séchait, etc. Il y avait autre chose il y a une autre idée qui m'était affleurée, mais ça va me revenir sur son atelier. Je ne sais plus. Sur l'odeur. Ouais, peut-être sur l'odeur, non. C'était autre chose juste avant. Quand on a posé une question, j'avais dit tiens. Moi, je te demandais pourquoi, quel a été son déclic de passer de l'huile à l'aquarelle. À l'acrylique. À l'acrylique, ouais. Je vais pas y arriver. J'ai eu quelque chose qui a jailli. Je ne sais pas où. C'est parti. Donc bien sûr, l'atelier se visite. L'appartement à Paris se visite aussi. L'atelier est en Bourgogne, à 150 km de Paris, donc à 1 heure d'ici, tout simplement. Adrien est déjà venu, à peu près à 1 heure d'ici. Voilà. Grande propriété, une petite maison où on a vécu pendant 7-8 ans au début, une toute petite maison qui a été rénovée, où là j'ai mis que des calligraphies. Et après la grande maison où vit ma maman, où on a vécu depuis les années 70 dedans. Et un grand jardin, effectivement. Il faut venir au beau jour pour l'atelier, par exemple. On plante des saules-pleureurs, on plante des bambous, on continue à faire des structures en bambou, rondes, etc. Des choses. Un parc, alors, il y a des gens beaucoup plus doués que moi qui passent beaucoup plus de temps. Moi, c'est un parc avec des arbres, de la végétation, effectivement, et voilà, des choses intéressantes, oui. Des cabanes qui sont des fois détruites par le vent. Quand vous avez mis ça sur des arbres de 40 mètres et que les arbres meurent, voilà, vous avez des surprises. Ça fait partie de la vie du parc, quoi. Effectivement. Mais oui, il y a beaucoup d'arbres, beaucoup de bambous, énormément. Maintenant, il y a énormément de bambous. Et tous les ans, les bambous... Ça se contrôle, on les déplace. Les enlever, c'est compliqué. Les couper, c'est facile. Mais ça repousse quand même. Et après, le bas, pour avoir les troncs, on coupe aussi le bas pour avoir des belles images de troncs aussi. Parce que les feuilles envahissent. Vous évoquiez les écrits de votre papa exactement. Avec l'école d'Estienne. Vous avez une idée de quand ça sera Ah oui, je sais exactement. Mais les écrits,
Donc des nouvelles, et après un manuscrit en 1998 où il explique tout, et après des carnets de notes où il explique tout. Donc les carnets d'atelier de Paul Tenez, c'est les écrits de Paul avec illustrés, comme j'ai fait ce soir avec les tableaux, les études, etc. C'est un processus créatif. Exactement. Et j'ai 16 numéros de 60 pages. Et donc là- il y a une philosophie avec une idée de philosophique derrière. Non, pas du tout. Ah si, bah, de toute façon, il y a une philosophie taoïste derrière, énormément, hein, vous verrez. Mais ça dépend quel thème, puisque au début, le premier numéro, c'est bien sûr la vie de Paul Tenez, notre conférence. Le deuxième numéro, c'est ce qu'il a fait entre 1945, je dirais, et 1960, en gros. Après de 60, enfin même plus que jusqu'à les 60, 80. Après de 80 à 2000 et de 2000 à 2015. Donc ça me fait déjà 4 numéros. Mais après, j'ai la calligraphie, la sculpture, les couleurs, les rêves de couleurs, les voyages de Paul Tenez, etc. etc. Donc j'ai séquencé en fait ces écrits pour que ça soit jouable parce que j'ai déjà écrit des livres et je vois qu'il avait mélangé beaucoup de choses, etc. Et il y avait aussi bien comment il avait créé l'œuvre que l'inspiration qu'il avait eue des peintres quand il parle d'un peintre. Donc c'était mélangé en fonction au fil de l'eau de ce qu'il avait vu comme exposition, ce qu'il avait vu. C'est quelqu'un qui a été voir la Biennale de Venise en 1960, quoi, qui a vu Calder, qui est resté sidéré par l'œuvre de Calder. Juste une imagination, un petit point de flexion comme ça des mobiles. Il dit voilà, le mec il a créé quoi, je veux dire, juste ça. Et à partir de là, il a créé toute sa vie. Mais voilà, c'était. Et il explique ce qu'il a ressenti en voyant Calder, l'exposition du Biennale. Et à chaque fois, j'ai ces exemples. Quand il a lu un livre d'un artiste ou qu'il a vu, il met 25 ou 30 lignes. Donc j'ai tout un carnet d'atelier sur une vingtaine ou 30 peintres qui l'ont inspiré vraiment, des créateurs. Plutôt positifs, il dit des choses complètement différentes des critiques d'art, mais des choses positives qui disent, voilà, c'est ce qui m'a marqué. Sa façon de prendre le temps ou d'enseigner le temps, etc., dans sa peinture, ou de s'isoler, etc. Pourquoi il a fait ça? Oui, c'est vraiment l'esprit du chercheur. Ah oui, du créateur, ça c'était vraiment là-dessus. Et après, il y a tout, comment il a fait, ses études, les doutes qu'il a eus, son nombre. Et après, sa grande théorie, c'était le nombre d'or du chaos. C'est-à-dire que le nombre d'or, il a étudié les années 50, donc j'ai des vrais trucs, des albums des années 50 où il y a tous les schémas du nombre d'or. Et lui, sa théorie, c'était qu'il existe aussi un nombre d'or du vivant, un nombre d'or dans l'arbre, etc., ou dans la peinture, et pas uniquement des trucs géométriques. Le nombre d'or, vous avez une plage il y a une tempête, etc., la plage, elle évacue tout, etc., air tombe, vous avez l'impression que c'est toujours là, quoi. Il y a un nombre d'or, il y a une création extraordinaire, juste la plage, et vous n'avez rien fait, quoi. Et, donc, et là, lui, dans le vivant ou dans le tableau, il y avait un nombre d'or, il fallait trouver ce nombre d'or. Donc il a toute une théorie là-dessus sur le nombre d'or du chaos, et c'est comme ça que ça s'appelait son manuscrit. Donc sur la création, vraiment sur la création. Et toutes ces couleurs qu'il a créées, il a gardé à chaque fois une... On a la couleur sur un papier ou sur un nuancier, mais j'ai plus le fiole de couleur, je ne l'ai pas. Je peux en recréer facilement, mais je n'ai pas, j'ai pas toutes les fioles de couleur après utiliser. Comme il gardait beaucoup de choses. Oui, non. Alors j'ai plein de tubes de peinture, plein de trucs, mais j'ai pas ces mélanges de couleurs, pas du tout. J'ai ces nuanciers, j'en ai des tonnes. On va jouer avec des nuanciers sur des matières différentes, qu'on va pouvoir mettre, etc. Des cubes de couleurs, etc. Mais non, pas du tout les fioles. J'en ai reconstitué 2 ou 3 pour que ça fasse sympa dans l'atelier, mais c'est pas du tout sa création. Il aurait pu. Oui, il était capable. Ça aurait pu être des restes de fioles. Alors, j'ai des restes, mais c'est dans souvent des petits trucs plastiques ou des trucs en verre, et il n'y a que le fond résiduel, c'est-à-dire qu'il a séché complètement. Et d'ailleurs, il y a des résidus de peinture qu'il a rassemblés et qu'il jetait sur une toile pour faire un truc totalement chaotique, aléatoire, comme des confettis qu'on jette. Il a travaillé comme ça, avec des confettis qu'on jette sur une toile de la colle. Qu'est-ce que ça donne? Voilà. Il était capable de travailler avec l'aléatoire de cette façon-là, avec des billes que vous jetez sur un truc de sable, vous prenez la photo, est-ce que ça correspond ou pas? C'est aussi simple que ça. La création, c'est aussi simple, je ne sais pas, mais voilà, les idées. C'est les idées qui fusent, l'expérimentation. Exactement, c'était un chercheur pictural, donc avec des graines, avec n'importe quoi, effectivement, avec des couleurs, des billes de couleurs, ça pouvait être du résidu de peinture. Il y a tout dans l'atelier, si vous me demandez, je peux vous sortir les sopalins qui ont servi à essuyer les pinceaux. Et des fois, ces sopalins, il les a mis sur une toile de jute et après il a
agencé comme un tableau, ce sopalin qui est complètement aléatoire. Il essuyait ses tableaux pendant cette série-là, flux, et il a gardé les sopalins. Ça peut servir à la création. Le mec, il jetait rien, quoi. Exactement. Et j'ai tous les sopalins empilés l'un sur l'autre comme ça. Et j'ai des toiles complètes qui sont en sopalin. Et donc, dessinées sur une toile que vous collez sur une toile de jute vos sopalins. Et après, c'est entouré par en plus la couleur de la toile de jute qui est assez sympa. Et vous avez un truc complètement aléatoire sur tous ces rôles découpés. Voilà. Et c'était voilà, plein de bleu, plein de jaune. Ça dépend des traces dans le même sens. C'est ça. Lui, ses grandes idées, c'était comment on peut représenter les nuages, quoi. Voilà. Un truc qui l'animait. Donc avec de la corde, voilà, il y a des trucs suspendus en corde, des cordes pareilles. Voilà. La corde, c'est l'idée presque de la création du monde. La théorie des cordes, c'est l'une des créations, une des théories des galaxies, la théorie des cordes. Mais voilà, c'est toujours des idées pour essayer de représenter ce qu'il avait dans la tête, etc. Des empilements du temps. Il a des sculptures où il a taillé les bouts de bois comme ça, toujours différemment, et il les a empilés l'un comme l'autre. Donc la sculpture, elle bouge comme ça, et il empile le temps en fait sur cette sculpture. Et donc c'était infini. Il y avait toujours de la recherche sur des petites sculptures, etc. Mais il ne s'arrêtait pas, il ne s'arrêtait jamais. J'ai été bavard. Hein. C'était très intéressant. Moi, je voulais juste savoir si ça, c'était sa dernière œuvre. Ça, c'est ma compagne qui est capable de mettre ces choses-là, qui est capable de me faire le site internet. On a l'email et tout. Et effectivement, on peut trouver facilement le... Est-ce que tu veux rappeler peut-être les prochains événements? Ah bah là, ça continue. Donc nous, on est toujours dans le centenaire de Paul Tonnez en 1924-2024, effectivement. Donc on a une exposition à Paris en ce moment, rue Mazarine. On a la galerie qui expose toujours du Paul Tonnez. Donc là, en ce moment, la galerie, elle est au Luxembourg, à Strasbourg, donc elle est fermée pendant 10 jours. Mais sinon, il y a toujours des tableaux de Paul Tonnez plutôt des années 50, parce que c'est un spécialiste des années 50. C'est pour ça qu'il nous a pris dans la galerie. Ouais, Galerie Arnoux, il n'y a que 5 peintres, il y a des vieux peintres, donc il y a des tableaux très très chers à côté de Paul Tonnez, ce n'est pas le cas du tout. Et donc on a vraiment la chance d'avoir eu cette galerie, un gars passionné des années 50, hein, tout simplement. Si vous avez commencé dans les années 50, il vous accepte, sinon il ne vous accepte pas, tout simplement. Et après, il faut que l'œuvre soit de qualité, bien sûr. Et donc on est à la Galerie Arnoux. À Hermonville, on a vu l'affiche, mais bon, si vous allez sur le site ou sur la newsletter, vous la trouverez facilement. Et là, chez nous, effectivement, c'est toute l'année aussi, donc on a encore 3 expositions en ce moment, quoi. Et ce qui est très bien pour nous. Et après, on visite l'atelier, on vient ici jusqu'à la fin de l'année aussi, parce qu'elle ouvre voilà, jusqu'au 13 décembre. Ouais, je serai là, je viendrai rechercher les tableaux, sûrement en voiture, voilà, je vais m'organiser différemment. Là, je suis en train, mais il n'y a pas de train pour repartir à Paris. Il y a juste un bus 2h24. Donc ça va m'énerver un petit peu. Là, il n'y a pas de train le soir. Il y a des travaux, donc 2h24 de bus. Mais ça va, j'ai de quoi lire, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai les journaux, j'ai tout. Je vais m'organiser. Ah oui, non, j'ai mon téléphone, j'ai tout. Ça va bien se passer. Je suis pas inquiet. Okay. Bon, bah merci pour moi. Donc là, c'est encore ouvert, hein, on peut prendre un temps un peu informel. Ah oui, on peut reposer des questions.